3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi? Le mercredi, vous avez l'habitude sur ma chaîne, c'est le jour spécial consacré au best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va parler des récompenses de fin de saison. Mais avant, il faut que je vous parle du sponsor du jour, TheBet. TheBet, si vous aimez les paris sportifs, la NBA, et que vous ne connaissez pas encore, il va falloir vous y mettre, surtout pendant les playoffs. Parce que ouais, l'application TheBet, en plus d'être super belle, elle est super accessible et vraiment facile à prendre en main. Vous choisissez votre sport, ici le basket, et plus précisément la NBA, vous choisissez votre mise et c'est parti, rien de plus compliqué. Les codes sont choisis par des spécialistes, il y a moyen de faire des paris super intéressant et surtout moyen de prendre un maximum de plaisir. En plus de ça, en vous inscrivant avec le code 6e homme, vous pouvez doubler votre premier dépôt et gagner jusqu'à 100 € en free bet. C'est lourd, non? Ajoutons tous les bonus que vous pourrez remporter et qui récompenseront votre fidélité et ça en fait des moyens divers de prendre du plaisir. Parce que oui, dans les paris sportifs, le plaisir c'est essentiel. On est là pour s'amuser, pas pour faire fortune et ça faut s'en rappeler. Là, pendant les playoffs par exemple, je sais que je vais le faire de temps en temps. Ça peut être cool de mater un match en misant quelques euros pour rajouter un tout petit peu de piment. Parce que ouais, faut être bien conscient que jamais de la vie un pari ne peut être sûr, alors il ne faut miser que l'argent que l'on peut se permettre de perdre. Et si t'es mineur, c'est interdit pour toi. Alors si tu as moins de 18 ans, oublie tout ce que je viens de dire. Alors tout ça on le garde bien en tête et si vous voulez prendre du plaisir avec des paris sportifs pendant les playoffs NBA, moi je vous donne rendez-vous sur TheBet et je vous souhaite bonne chance. Mais bref, revenons à notre sujet du jour, les awards. Comme d'habitude, je vais en présenter 8 et si vous ne connaissez pas encore le concept, je vous explique tout juste après. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti, qui doit remporter les récompenses de fin de saison en NBA? Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est un live traditionnel sur les awards, c'est-à-dire sur les récompenses de fin de saison en 2023. Parce que là, oui, la saison régulière, elle est terminée, et après les 2 premiers épisodes qu'on a fait au bout d'1 tiers et de 2 tiers de la saison, maintenant on a toutes les données, tous les matchs sont joués, pour faire un point définitif, pour voir justement qui mérite le mieux ces 8 trophées que je vous ai affichés. Donc oui, déjà depuis la dernière fois, moi je l'ai déjà vu entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il y avait eu beaucoup d'évolutions, et là ce qu'on remarque c'est que finalement, dans le dernier tiers de la saison, il y a eu de nouvelles évolutions qui sont vachement intéressantes. Donc comme d'hab, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre mes noms éclatés pour ce trophée. J'ai appris que certains, en fait, la dernière fois, n'avaient même pas compris qu'il y avait des jeux de mots. Peut-être qu'ils sont mauvais, mes jeux de mots, ou peut-être que vous êtes pas bons, mais ça m'a fait rire que certains les aient découverts en live. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va décerner le trophée John Duff du meilleur rookie, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur, le trophée Yves Almettre du joueur le plus clutch, le trophée Ancéphale du meilleur coach, le trophée Joker du meilleur 6e homme, le trophée à l'improviste de la meilleure progression, le trophée Homer d'alors de la plus grosse déception, et enfin le trophée roi, le trophée phare, on finira par celui-là, le trophée Yvan du rêve, du MVP et du meilleur joueur. Donc comme d'habitude, ce qu'on a fait, c'est il y a environ 2 semaines, moi je vous ai demandé, par l'intermédiaire de Steph et Max, qui sont les modos en chef sur Discord, je vous ai demandé quel était votre top 3 pour chacun de ces trophées. Et là c'est cool, parce que sur Discord, vous avez été une 60aine à participer, je suis content parce que sur les premiers épisodes, il n'y avait pas assez de monde, certains avaient râlé en disant « Ouais, moi je suis pas d'accord avec ces 3 candidats », et moi j'avais répondu « inscris-toi sur Discord et va voter la prochaine fois. » Et j'ai l'impression que ces gens-là ont écouté, parce que vraiment 60 personnes qui votent, c'est plutôt cool, et donc ces 60 personnes m'ont donné leur top 3 pour chacun de ces 8 trophées. Donc pour ça, déjà, je vous remercie tous, c'est super cool de vous voir investis, et plus vous êtes nombreux, plus a priori, ou en tout cas normalement, logiquement, ça doit faire des sélections cohérentes. Steph et Max, encore une fois, ils ont assuré, ils ont fait le décompte de tous vos votes, ils ont fait un taf de fou eux aussi, donc je les remercie fort, et tout ça, ça nous a donné un classement parmi tous les joueurs que vous avez mentionnés. Aujourd'hui, on va garder le top 3, même si je vous montrerai le classement quand après, sauf quand il y a plus de 10 joueurs, je vous montrerai au moins les top 10 du classement du Discord quand on finira sur les trophées. Mais quoi qu'il en soit, d'abord, je vais vous présenter les 3 candidats les plus plébiscités pour chaque trophée, ceux qui ont eu le plus grand nombre de points, parce qu'à chaque fois, quand quelqu'un mettait un joueur en numéro 1, il avait 3 points, un joueur en numéro 2, 2 points, et un joueur en numéro 3, il avait 1 point. Et donc, je vais vous les présenter, ces 3 candidats. Je vais vous dire ce que je pense d'eux vis-à-vis du trophée en question. Et vous, votre rôle aujourd'hui sur Twitch, ça va être de voter pour votre préféré parmi les 3 que je vais présenter, histoire qu'on ait un lauréat et qu'on élise ensemble le grand gagnant de ce trophée selon la communauté Twitch. On comparera ensuite avec le gagnant de Discord, et moi je vous donnerai mon choix. Plusieurs années que je fais ça, de toute façon je vous l'ai dit, donc vous avez l'habitude du principe, donc je crois que j'ai rien à dire de plus, on y va.
Allez, on commence par le trophée John Duff, et je vous montre mon premier candidat, enfin votre premier candidat que vous avez sélectionné. Tous les candidats, hein, je les classe pas par niveau ou quoi, je les classe à chaque fois par ordre alphabétique du nom de famille. Et là du coup on a Paolo Banchero, et avec lui clairement on parle du rookie le plus polyvalent de cette saison pour moi. En plus d'être un scoreur qui plante sa vingtaine de points en moyenne, qui est le meilleur marqueur hein, parmi les rookies, moi j'aime comment offensivement Paolo Banchero c'est un joueur qui sait tout faire. C'est un gars qui peut jouer dans la raquette, qui peut créer pour lui, et même un petit peu shooter de loin, même si son adresse à 3 points est pas encore folle, c'est sûr, et que ses pourcentages, c'est une de ses petites faiblesses, mais quand même, moi ce que je veux noter, on le sait que les pourcentages chez les rookies, c'est rarement élite, et c'est pas grave, parce que lui, de toute façon, il a une capacité à prendre des pull-ups qui m'impressionnent, ou à placer des step-back aussi, qui est assez folle, et c'est sûr que oui, il a connu un petit coup de mou au niveau de l'adresse en février, notamment, un petit rookie wall, mais ce que j'ai apprécié, c'est que même dans la difficulté, il a montré qu'il savait rebondir, Banchero, parce que vraiment, tout va mieux depuis, et je trouve que rien que sa présence, même si y a d'autres potentiels jeunes hein, qui peuvent l'entourer, mais rien que sa présence, je pense que elle permet peut-être au Magic d'avoir des ambitions pour le futur en tout cas. Moi je trouve que cette saison, on a un Banchero qui a clairement confirmé son statut de first pick, et même si défensivement il y a peut-être un petit peu de taf encore, malgré quelques outils, moi je trouve qu'il joue avec pas mal d'intensité, qu'il joue avec un gros volume, et il pouvait montrer aussi qu'en plus de scorer, il savait prendre des rebonds, il savait délivrer quelques passes aussi, il agit en véritable point forward hein, pour cette équipe d'Orlando, qui a aussi beaucoup de porteurs de balles, parce qu'on sait que Franz Wagner, par exemple, qui n'est pas un arrière, peut lui aussi porter la balle, et moi, quand je vois à quel point Paolo Banchero, pour un rookie, c'est un joueur déjà poli et mature dans son jeu, je suis épaté par la saison qu'il a faite. C'est lui qui était en tête du classement des rookies et de ce trophée John Duff lors du dernier épisode, donc voilà, on va voir si à la fin de la saison, là, il garde sa place. Mais juste après, là, vous avez Walker Kessler, qui est un nouveau venu, hein, parce qu'il n'était pas mentionné dans les 2 premiers épisodes des Awards. Et lui, donc, c'est un joueur qui est arrivé, un pivot qui est arrivé dans le transfert qui a amené Rudy Gobert aux Timberwolves. Kessler, il a déjà... Alors, compenser le départ du français, ce serait abusé de dire ça, mais en tout cas, en termes de protection de cercle, il a commencé à faire oublier un petit peu Rudy Gobert dans le cœur des fans du Jazz qui se disent avec Kessler, on a peut-être notre nouveau défenseur élite qui va pouvoir protéger le panier. C'est un mec qui met plus de 2 contres par match en 23 minutes de temps de jeu, rendez-vous compte, c'est hyper lourd, et voir un rookie déjà qui fait partie des meilleurs contreurs de la NBA en un si faible temps de jeu, moi je trouve ça quand même balèze. Il est 2e de la ligue en termes de block percentage, c'est assez fou, et défensivement, moi je trouve que clairement, Walker Kessler, c'est un mec qui a fait sa place à Utah. Après, offensivement, c'est sûr, c'est quand même beaucoup plus limité, c'est pas un mec qui peut créer ses points, c'est pas un mec qui a beaucoup de moves, cependant, moi ce que je trouve appréciable, c'est que ça, il en est conscient, il va pas forcer, il y a certains mecs qui sont dans sa situation, mais qui vont essayer de prouver qu'ils peuvent jouer au poste et qui vont faire n'importe quoi, et qui jouent avec 0 QI basket. Non, Kessler, c'est pas le cas, il sait que ça c'est une faiblesse, il va jamais rien forcer, il va laisser plutôt le jeu venir à lui avec ses qualités, et tout ça, ça lui permet d'être tout simplement le joueur qui dans toute la NBA shoot avec les meilleurs pourcentages, même si c'est vrai qu'il s'éloigne jamais du cercle. N'empêche qu'en bout de chaîne, il reste une valeur sûre qui peut mettre le ballon dans le panier, qui peut refermer le couvercle, ou qui peut récupérer quelques passes lobées. Ajoutons à ça sa grosse présence au rebond aussi, un petit peu plus de 8 rebonds toujours en 23 minutes, et on s'en rend compte, Kessler, ça a été une vraie révélation cette saison pour le Jazz, malgré sa draft avec le pick 22, donc pour moi c'est un vrai style dans cette cuvée, et je suis content de le mettre en valeur aujourd'hui parmi les candidats, lui qui, finalement, comme je disais, n'avait pas été cité dans vos top 3 dans les 2 éditions précédentes. Et en 3ème, voilà, avec Jalen Williams, encore un joueur qui n'était pas dans votre sélection top 3 dans les épisodes précédents. Les dernières fois, il me semble, de mémoire, on avait Bénédicte Mathurin et Jaden Ivey à la place. Et là non, on fait place à Kessler et Jalen Williams. Et aujourd'hui, clairement, ça devient dur de plus citer Jalen Williams parmi les candidats principaux pour le trophée de John Duff, tant sa fin de saison, elle a été tonitruante, hein, vraiment. Là, moi, à la base c'est un arrière, à OKC il a été obligé de jouer ailier, et moi je trouve que quel que soit le poste dans lequel on ait pu le mettre, ça a été un régal de le voir sur le terrain. Et lui aussi, moi je pense qu'il fait partie des raisons principales pour lesquelles l'équipe va faire le play-in après une saison qui a été très solide. Et donc ouais, ça se sent que dans le jeu, Jalen Williams, il a déjà 22 ans, et ça se voit qu'il a une certaine expérience. Il a des prises de décision qui sont vraiment très très bonnes, c'est un mec qui fait très très peu d'erreurs aussi, je trouve ça super classe, et quand on voit qu'en mars, il a tourné à quasiment
20 points par match sur le mois. Sa montée en puissance sur la deuxième partie de saison, je l'ai trouvé impressionnante. Il a été un peu en mode diesel, on le voyait pas trop en début de saison, et en fin de campagne, là, on voyait que lui. Surtout que lui aussi, ses pourcentages sont excellents. Plus de 50% au global et plus de 35% à 3 points. C'est complètement énorme pour un rookie. Mais c'est pas juste un scoreur qui a mis ses 20 points par match au mois de mars, parce que ça peut être un créateur aussi, un très bon passeur, qui va lui aussi jouer dans le sens du jeu, faire ce qu'il faut quand il faut, et qui en plus défensivement va agir comme un mort de faim. Voir qu'il peut lâcher un match comme il l'a fait là face aux Kings récemment à 27 points et 8 passes tout en défendant à fond, moi je trouve ça complètement dingue, et ça montre à quel point le gars il est déjà capable de peser dans le jeu du Thunder. Donc quand t'as un joueur comme lui, qui est intelligent, qui est polyvalent, et qui peut déjà peser comme un two-way player, je me dis que OKC doit bien se frotter les mains d'avoir pu le choper lui aussi avec le 12e choix, même si c'est pas le 22e choix comme Walker Kessler, je trouve que lui aussi c'est un vrai style. Et donc là, vous allez me dire que entre ces trois candidats, entre Paolo Banchero, entre Walker Kessler et entre Jalen Williams, qui pour vous mérite le trophée John Duff du meilleur rookie de cette saison? Et pour le trophée John Duff du meilleur rookie de la saison régulière NBA 2022-2023, le grand vainqueur, avec 84% des votes, sans suspense, c'est Paolo Banchero, qui arrive devant Walker Kessler qui a eu 9% et Jalen Williams 7%. Pour moi, c'était vraiment un candidat no-brainer. Moi aussi, j'aurais voté Paolo Banchero parmi ces trois candidats. J'aurais peut-être pas choisi personnellement ces trois candidats, mais pour moi, Paolo Banchero est trop fort. Et même s'il a des failles lui aussi, pour moi, c'est le seul parmi tous les rookies, et même parmi les candidats qui ont été cités, qui est en tout cas la pierre angulaire de son équipe. C'est celui par qui tout passe, c'est celui qui doit subir le plus les adaptations des défenses adverses. Quand une équipe va scouter Orlando, c'est d'abord Banchero qu'elle va scouter, et c'est pas le cas de Jalen Williams et de Walker Kessler, même si Walker Kessler abat un travail de fou en défense. Donc Paolo Banchero pour moi c'est un no-brainer, pour vous aussi vu le pourcentage, et on va voir ce qu'a dit la communauté Discord. Ouais, la communauté Discord, Paolo Banchero arrive très 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 loin devant Jalen Williams et Walker Kessler. On a Bénédicte Mathurin en 4, et on a Keegan Murray en 5. Et bien vous savez quoi, moi Keegan Murray, même si j'adore la défense de Kessler, je l'aurais peut-être mis dans mon top 3 à la place de Kessler. C'est compliqué parce que c'est des rôles très 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 différents, mais moi quand je vois ce que fait Keegan Murray avec son adresse au shoot et l'utilité qu'il a dans une équipe comme Sacramento qui est 3e de sa conférence, j'avais un petit faible pour Keegan Murray. J'adore vraiment ce que fait Kessler, mais personnellement moi si j'avais voté, mais bon de toute façon mon vote compte pas plus que le vôtre, j'aurais voté différentes Discord où j'aurais mis je pense effectivement Banchero en 1, Jalen Williams en 2, mais j'aurais mis Keegan Murray en 3, et malheureusement même si j'adore Mathurin et Kessler, je trouvais qu'ils arrivaient après. Jaden Ivey qui avait bien commencé, mais c'est un petit peu compliqué, difficile de savoir son impact. Shaedon Sharpe qui a quelques voix aussi, et c'est normal vu la fin de saison énorme qu'il a faite avec des responsabilités. Jeremy Sohan, lui aussi, il a pas un travail de dingue. Et AJ Griffin qui finit, qui a quand même été mentionné, et il faut le dire, mais qui obtient il obtient qu'un petit point, mais mine de rien, obtenir un petit point c'est pas mal. Quoi qu'il arrive, pour ce trophée de John Duff, il n'y a pas trop de débat, parce que ce soit le Discord, que ce soit Twitch, ou que ce soit mon avis, on est tous d'accord, donc a priori, on verra si ça se confirme, mais le trophée de rookie de l'année ira à Banchero. En attendant, il obtient le trophée John Duff, je pense que ça lui fait une belle jambe. Maintenant, on passe au trophée Bob Locke du meilleur défenseur de la saison. Et là on commence avec Jaren Jackson Jr., qui était votre favori pour le Depoy lors du précédent épisode des Awards. Et clairement, si vous l'avez élu dans votre top 3, encore une fois sur Discord, c'est que Triple J, avec l'accent à l'américaine, c'est qu'il est encore en course pour ce trophée Bob Locke, et pas qu'un peu. Bien sûr, déjà moi je veux noter sa mobilité, qui fait plaisir à voir pour un intérieur, il peut switcher un minimum, mais aussi moi j'apprécie sa dureté, son envie, sa longueur, son explosivité, toutes ces qualités qui font que Jaren Jackson est un très bon défenseur. Ça lui permet, toutes ces qualités, elles lui permettent de voler des ballons, mais surtout, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est sa capacité à protéger le cercle qui est complètement folle. Lui qui, avec ses 3 contres par match, est le meilleur en NBA dans le domaine. C'est juste le meilleur contreur. Et si les Grizzlies, aujourd'hui, en fin de saison, en tout cas, ils ont le deuxième meilleur defensive rating de la ligue, moi, je pense que c'est en très très grande partie grâce à l'énorme impact défensif que peut apporter Jaren Jackson Jr. tous les soirs. Le mec, cette année, il a prouvé plusieurs fois qu'en plus d'être une bête dans la peinture, il pouvait être aussi utile sur les arrières, en tout cas dépanner sur quelques actions sur les arrières, et même revenir à toute vitesse pour aller poser un chase down. C'est tout ce qu'on aime chez les intérieurs qui défendent. S'il y a une chose après que moi je lui reprocherais à Jaren Jackson Jr., c'est sa fameuse tendance à prendre des fautes un petit peu bêtes, à manquer de discipline un peu. C'est un mec qui peut avoir un trop plein d'énergie, et des fois il galère à la maîtriser, et il prend des fautes qui sont évitables, qui l'empêchent de trop jouer. On voit qu'il joue moins de 30 minutes par match, et pour un joueur qui peut apporter ça, moi je trouve que c'est dommage. N'empêche que après,
c'est quand même tout à son honneur. Quand il a été absent, moi je me suis rendu compte que les Grizzlies n'affichaient pas du tout le même visage en défense. On peut parler de Dillon Brooks qui défend très fort, mais non, pour moi, le vrai capitaine de la défense des Grizzlies, qui change complètement l'identité de l'équipe quand il est là, c'est Jaren Jackson Jr. Donc pour moi, malgré ses soucis de faute, et malgré ce petit manque de discipline, bien sûr que Triple J, grâce à sa défense et à son block percentage, qui est proche de 10%, il faut savoir que c'est un des meilleurs block percentage all-time quand même, il faut dire, enfin, et ça lui a permis d'obtenir sa première sélection All-Star cette saison. Ben ouais, clairement, il est toujours un candidat obvious pour ce trophée Bob Locke du meilleur défenseur. Deuxième, Brook Lopez. Un candidat no-brainer aussi, moi j'ai envie de dire, qui fait partie des favoris de tout le monde, qu'on voit partout, les analystes donnent beaucoup son nom, et qui lui aussi faisait déjà partie de vos top 3 lors de l'émission précédente. Et donc voilà, le pivot des Bucks, moi je trouve que cette saison, peut-être encore plus que les autres années, en même temps l'année dernière il était blessé, il fait un chantier à Milwaukee dans la protection de cercle. Moi j'apprécie comment au fil de sa carrière, c'est devenu un joueur patient et intelligent défensivement, une espèce de gros tronc d'arbre, qui est pas le plus athlétique, mais qui grâce à son épaisseur, grâce à son QI défensif, grâce à ses timings, il arrive toujours à attendre le bon moment sans se faire avoir par les feintes pour placer un contre qui va vraiment aider son équipe de Milwaukee. Quand il y a un Jrue Holiday qui étouffe les arrières au premier rideau, quand t'as un Giannis Antetokounmpo en mode hyper mobile qui protège toute la zone intermédiaire chez les Bucks, t'as Brook Lopez sous le panier qui est le complément parfait pour aller cueillir les joueurs qui voudraient s'aventurer dans la peinture. Donc respect à ce mec, vraiment, qui a su complètement réinventer son jeu avec le temps, lui qui était seulement un pivot offensif à Brooklyn, enfin chez les Nets en tout cas en début de carrière, pour finalement répondre exactement à ce que les Bucks avaient besoin défensivement en tout cas. J'apprécie également, ça c'est un point pour lui, qu'il ait manqué peu de matchs cette saison comparé à Jaren Jackson Jr. par exemple. Et voilà, enfin vu qu'en nombre de comptes total c'est lui qui domine la NBA, je pense qu'il peut vraiment aussi avoir son mot à dire. C'est pas celui qui a la meilleure moyenne de comptes, mais vu qu'il a joué plus de matchs, c'est lui qui a fait le plus de comptes cette saison. Et même si évidemment la super défense des Bucks est essentiellement due au collectif selon moi, et à la façon dont les joueurs se complètent un peu, ce qui peut peut-être attribuer un petit point négatif à Brook Lopez, moi je pense que c'est impossible de ne pas mettre au moins un minimum en avant son impact dans la défense de Milwaukee cette saison, en tout cas à Brook Lopez. Et mon troisième candidat, c'est Evan Mobley. Et je suis content, parce que Evan Mobley n'était pas cité la dernière fois. Il y avait OG Anunoby à sa place. Vous aviez les deux mêmes premiers candidats, mais en plus il y avait OG Anunoby. Et moi, pour être honnête, je suis hyper content de le mettre en lumière aujourd'hui, tellement il mérite à mes yeux. Et c'est clair que Evan Mobley, c'est un intérieur qui, avec sa taille, avec sa longueur, et surtout sa mobilité aussi, et sa vitesse latérale, parce que être rapide, c'est une chose, mais quand tu sais se déplacer latéralement aussi bien que le fait Evan Mobley, tu te rends compte que le sophomore, c'est déjà l'un des défenseurs les plus polyvalents de toute la NBA, parce qu'il peut clairement switcher partout. Et alors je vais peut-être pas dire que c'est le meilleur, mais vraiment pour moi il fait partie de l'élite de ces profils de défenseurs. On peut ajouter à ça ses timings au contre, ses timings aux interceptions aussi, qui sont élites eux aussi, et qui lui permettent d'anticiper tout un tas de choses, parce qu'il a un vrai QI défensif, un vrai sens du placement, de vraies notions de comment défendre, et clairement de ce côté-là du terrain, c'est difficile de ne pas dire que, même si c'est que sa deuxième année en NBA, Evan Mobley, c'est juste un crack en fait. Quand tu mixes de tels outils physiques, avec une grosse agilité aussi, et une vraie intelligence, bien sûr que tu deviens un monstre défensif. Et Evan Mobley, dans cette défense des Cavs, qui est tout simplement la meilleure de toute la NBA cette saison, moi je trouve qu'il a un impact qui est phénoménal. J'aimerais noter aussi à quel point il a réussi à se rendre complémentaire d'un Jarrett Allen dans son rôle, avec un Allen qui protège le cercle et un Mobley qui fait vraiment tout le reste, même si lui aussi peut protéger le cercle, et comment aussi il arrive à compenser toutes les failles qu'il peut y avoir, notamment à Cleveland, du côté du backcourt, parce qu'on sait que Donovan Mitchell et Darius Garland ne sont pas les meilleurs défenseurs du monde. Mais si la défense des Cavs est toujours la meilleure de la NBA, c'est parce que Evan Mobley arrive à compenser tout ça, même si on le voit pas et que c'est peut-être pas lui qui a la défense la plus spectaculaire, parce que c'est pas lui qui met le plus de contre. Moi je trouve qu'en termes d'efficacité, vraiment c'est un gros client, parce qu'il est capable juste d'être partout défensivement sur le terrain, et pour moi il est l'intérieur le plus efficace en NBA pour gérer les arrières sur des switches, en tout cas actuellement. Et ça, à mes yeux, de toute façon, ça lui offre une place de choix parmi les candidats qui aujourd'hui peuvent prétendre à ce trophée Bob Locke. Mais du coup, va falloir choisir entre Jaren Jackson Jr., Brook Lopez et Evan Mobley, qui va remporter le trophée Bob Locke du meilleur défenseur de la saison 2022-2023.
Et donc pour ce trophée Bob Locke du meilleur défenseur de la saison NBA 2022-2023, un trophée qui selon moi est très difficile à attribuer, un trophée qui est très serré, votre grand vainqueur, celui que vous avez choisi, c'est... Je mets mon petit roulement de tambour... Brook Lopez avec 47% des votes, qui arrive devant Evan Mobley qui a 29% des votes, et Jaren Jackson Jr. qui a 24% des votes. Donc c'est ce qu'on voit, hein, ça a été très serré entre les trois candidats, même si Brook Lopez gagne finalement avec une petite longueur d'avance. Donc c'est lui qui remporte ce trophée Bob Locke du meilleur défenseur, et je peux comprendre, hein, tellement il a un rôle important à Milwaukee. Mais moi, on a notre premier désaccord, hein, déjà, au bout du deuxième trophée, je me doute en tout cas qu'il le gagnera pas, parce que je sais qu'en NBA on aime beaucoup trop récompenser le nombre de contres, et c'est aussi pour ça qu'on cite beaucoup Brook Lopez et qu'on cite beaucoup Jaren Jackson Jr. Je comprends par exemple que vous ayez mis Brook Lopez devant Jaren Jackson Jr. parce que Brook Lopez a joué plus de matchs, mais moi j'aurais voté Evan Mobley. Vraiment j'aurais voté Evan Mobley, c'est mon chouchou en termes de polyvalence, d'impact, de QI défensif et de capacité à switcher, je le trouve complètement dingue. Donc oui, c'est pas un aussi bon contreur que Brook Lopez et que Jaren Jackson Jr., mais c'est pas grave parce que t'as Jarrett Allen du côté de Cleveland qui peut mettre des contres, et pour moi il a moins de faiblesse entre guillemets que les autres. Brook Lopez, moi ce qui m'embête, c'est que je suis même pas sûr d'être capable d'affirmer que c'est le meilleur défenseur des Bucks, parce qu'à côté de lui il a un Giannis Antetokounmpo qui pour moi est plus dans un profil d'Evan Mobley qui peut switcher partout, et je crois qu'au fond de moi je préfère ce genre de profil, et même un Jrue Holiday qui est complètement dingue. Et pourtant avec ça les Bucks ne sont pas la meilleure défenseur de la saison. Evan Mobley, meilleur défenseur de la meilleure défense de la saison. Pour moi ça joue aussi. Et Jaren Jackson Jr., j'ai un petit peu de mal avec toutes les fautes qu'il peut prendre et des matchs qu'il a manqué. Donc en ayant ces informations là, moi j'aurais choisi Evan Mobley, même si je suis bien conscient que la NBA ne le choisira probablement pas, mais je suis là aussi pour donner mes chouchous. Donc voilà, pour vous c'est Brook Lopez, pour moi c'est Evan Mobley, et on va voir ce qu'a dit le Discord. Et bien pour le Discord, c'est Jaren Jackson Jr. Comme quoi, difficile d'être d'accord entre les trois groupes de votants. Oui, je fais un groupe à moi tout seul. On a trois noms différents. En tout cas, pour le Discord, c'est Jaren Jackson Jr. qui arrive devant, mais pas, enfin, d'une courte tête, hein, devant Brook Lopez, seulement 10 points d'écart, et Evan Mobley est loin derrière. Comme quoi, mon choix est vraiment pas populaire, et ça montre qu'effectivement, pour ce trophée, on a plus tendance, je pense, à privilégier les gros contreurs aux joueurs qui sont super polyvalents. Ce qu'on voit, c'est qu'on a Jrue Holiday ensuite qui arrive. Enfin, de toute façon, ces trois-là sont très 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 loin devant les autres, et donc on va vite fait évoquer ceux qui sont cités. Bam Adebayo, bien sûr que lui aussi doit être dans un top 5. Luguentz-Dort, Joel Embiid, OG Anunoby, forcément tous des gros défenseurs. Giannis Antetokounmpo qui arrive si bas, j'avoue que ça me fait bizarre. Moi je l'aurais mis plus haut, mais je comprends que quand on vote pour trois joueurs, moi perso j'aurais peut-être voté pour Giannis Antetokounmpo à la place de Brook Lopez, mais encore une fois c'est très personnel, et Brook Lopez mérite de toute façon clairement au vu de ce qu'il apporte aux Bucks, et Nick Claxton aussi qui a quelques voix et qui nous a fait une progression de ouf dans le domaine. Non, franchement tous les candidats qui sont cités, ils méritaient d'être cités, et voilà, un petit désaccord qui montre à quel point ce trophée va être serré. Par contre, si je devais pronostiquer à mon avis qui va le gagner, je pense que Jaren Jackson Jr. peut l'avoir par la NBA. Et encore, ça va être très chaud avec Brook Lopez. Je pense pas que Evan Mobley l'est, même si Evan Mobley est mon chouchou. Maintenant, on passe au trophée Yves Almettre du joueur le plus clutch, oui, qui vient d'arriver en NBA. Ils l'ont appelé le trophée Jerry West. Je préfère Yves Almettre personnellement, et je trouve que cette récompense elle est dure à décerner parce qu'elle a justement elle a tout nouvellement été créée par la NBA, et donc c'est difficile de connaître les critères exacts pour savoir qui est ce joueur. Mais ce qui est certain, c'est que De'Aaron Fox, qui était déjà votre favori lors du dernier épisode des Awards, il a de sacrés arguments à faire valoir tant c'est un joueur clutch. Les quatrièmes cartons là au meneur de jeu, et notamment dans les matchs serrés, moi je trouve que c'est vraiment son moment. Dans ces phases de jeu, selon les stats avancées de la NBA, c'est juste le joueur qui dans toute la ligue score le plus de paniers, et tout ça avec un pourcentage qui est complètement dingo, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais de 53% dans les money time. Non seulement c'est lui qui score le plus de points, mais en plus il a une adresse de dingue, et forcément, pour moi en tout cas, que ça doit le classer haut pour ce trophée. Mais en plus de ça, quand il s'agit de conclure un match serré, pour mettre le dagger qui sauvera sa team, moi je trouve que Fox c'est une valeur hyper sûre. Cette saison, entre les Bulls ou le Magic en début de saison, et peut-être d'autres là que j'ai pas en mémoire tout de suite, qui ont dû encaisser de la part de Fox l'un des game winners les plus fous de la saison, à Orlando. Moi je me rappelle ce game winner, il m'avait fait lever de ma chaise à cette époque. Mais moi je trouve que
Il y a beaucoup d'équipes qui pourront témoigner à quel point c'est un joueur qui est dangereux quand le match est en train de se jouer dans les moments les plus importants. Que ce soit via un 3 points, via une pénétration ou via un mid-range, j'ai l'impression que Fox, il arrivera toujours à avoir cette espèce de lucidité qui lui permettra de se créer l'espace nécessaire pour aller scorer. Il a un sang-froid qui est fou, et ce que j'apprécie, c'est qu'il allie une espèce de vitesse, mais aussi un gros contrôle, un gros calme, une vraie confiance en lui, qui lui permettent d'avoir une super réussite dans les moments clutch. Et pour moi, grâce à tout ça, et grâce à plein d'autres choses d'ailleurs, il est largement responsable de la très bonne saison de Sacramento. Et donc rien que pour ça, moi il me semble logique de parler de Fox parmi les principaux candidats de ce trophée il va le mettre. Et juste après, en deuxième candidat, vous avez décidé de parler de Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander. Il faut que je prenne le réflexe de le dire, je sais que je vais me faire encore tacler parce que je le dis mal. Et donc pour ce qui est de Shai Gilgeous-Alexander, qui lui aussi était déjà dans vos candidats la dernière fois, dans le classement de... Si je prends dans le classement de ce trophée Ivan Met du joueur le plus clutch, si je regarde les stats de ceux qui scorent le plus dans le Money Time, clairement il n'a pas les mêmes arguments que De'Aaron Fox. Là on a l'arrière du Thunder qui se classe bien quand même, parce qu'il est dans le top 25, mais la première place de De'Aaron Fox, elle est quand même très loin. De plus, dans cette situation, même si on va pas lui reprocher, il hésite jamais à tenter sa chance, il tourne seulement à 39% de réussite. Là encore une fois, c'est bien inférieur aux 53% de Fox dans ces moments-là. Mais cette stat qui paraît si importante, est-ce qu'elle doit tout faire? Est-ce que ça doit être le seul critère qu'il faut appréhender? J'en sais rien, mais clairement je dirais que non. Parce que moi, quand je vois Shai Gilgeous-Alexander aussi, je me rends compte de cette espèce de confiance qu'il affiche dans ces moments décisifs, et je trouve ça fou. Jamais il hésite, et ça se voit. Quand du côté d'OKC, il faut boucler un match qui est serré, jamais, mais jamais il va hésiter à l'idée de prendre ses responsabilités. Alors que lui, la majorité de ses points, il les met dans la raquette, il pourra lui aussi prendre se lever pour tenter un panier à 3 points et le réussir quand c'est là-dessus que se décide le match. Enfin voilà, c'est... Ok, c'est pas un shooter à la base parce qu'il tourne à 35% de réussite à 3 points, c'est loin d'être catastrophique, c'est pas un shooter pur, mais dans les moments décisifs, il saura marquer de partout et trouver le bon spot pour faire gagner le match. Et moi je trouve que c'est génial, et je trouve lui aussi que dans la sérénité qu'il dégage, il est super fort. Rappelez-vous le step back 3 qu'il avait mis face aux Wizards en début de saison pour permettre à son équipe de gagner d'1 point, c'est ça SGA. Et de mémoire, il a également assuré contre les Blazers, contre les Nuggets aussi, avec des game winners, et on se rend compte que sa faculté à élever son niveau de jeu quand les matchs se jouent, elle est vraiment élevée, et que pour le dernier shoot, tu peux amplement lui faire confiance. OKC, de toute façon, c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs serrés depuis le début de la saison. Et pourtant, malgré un effectif très jeune, on pourrait se dire que ça pourrait choke à chaque fois dans les Money Time, non, cette équipe a réussi à se qualifier pour le play-in, c'est fort. Donc ok, bien sûr, ça marche pas à tous les coups, il y a pas mal de matchs serrés qui ont été perdus aussi, mais il y en a d'autres qui ont été gagnés, et ça, je pense que c'est aussi en partie à la très bonne gestion du Money Time que peut réaliser Shai Gilgeous-Alexander. Donc pour ça, bravo à lui. Et donc, troisième candidat que vous avez choisi, c'est Donovan Mitchell. Un petit nouveau, lui, ici, parce que autant il y avait les deux premiers, Fox et Gilgeous-Alexander, lors du dernier épisode, mais il n'y avait pas Donovan Mitchell. Lui, il a pris la place de Luka Doncic parmi vos joueurs sélectionnés. Et donc, moi j'aime bien commencer avec ça, si on regarde les stats d'NBA.com dans le Clutch Time, on avait un Fox qui était premier, on avait un Gilgeous-Alexander qui était 25e, et lui, il est dans le top 10. Il est 10e de ceux qui mettent le plus de points dans le Money Time, et même si son adresse, qui est à 40% dans ces moments-là, n'est pas non plus super folle, c'est un petit peu comme Shai Gilgeous-Alexander. Quand on le regarde jouer, Donovan Mitchell, on se rend compte que sa confiance n'a pas d'égal. Jamais, lui non plus, il hésitera à prendre ses responsabilités quand les rencontres vont se jouer dans les derniers instants. Si vous me dites que vous faites pas confiance à Mitchell pour gagner un match, je sais pas du tout à qui vous faites confiance. Parce que oui, être clutch, c'est bien sûr faire en sorte d'être décisif, d'être adroit et d'être en réussite quand un match se gagne, mais c'est aussi ne jamais perdre confiance. Et pour ça, évidemment qu'on peut compter sur Spida. Je sais pas si vous vous rappelez, oui, je pense que vous vous rappelez forcément c'est 71 points, c'est dur à dire tellement c'est fou, face à Chicago, quand il avait raté un lancer exprès, comme l'avait fait Luka Doncic aussi quand il avait fait son méga triple-double, pour ensuite prendre son propre rebond et décrocher la prolongation. Ce genre d'action, évidemment que c'est digne des joueurs les plus clutch, de ceux qui ont le plus confiance en eux, de te dire je vais rater mon lancer franc pour prendre moi-même le rebond, scorer et me débrouiller à moi tout seul pour que mon équipe aille en overtime. Moi je trouve ça complètement fou.
Le mois dernier, encore une fois, il l'a montré dans une victoire face à Charlotte. Je l'ai trouvé énorme. Il a fait deux interceptions dans le Money Time. À chaque fois, ça a été suivi de 2 paniers pour donner une avance décisive à Cleveland et gagner le match. Ça aussi, c'est notable, ce genre d'action. Je me rappelle aussi du gros dagger qu'il avait mis face aux Lakers. Il avait fait chute derrière à la salle pour sceller une victoire de Cleveland. Ou même, tant qu'on y est, les petits mots qu'il avait glissés à l'oreille de Grant Williams qui devait shooter 2 lancers francs qui auraient permis à Boston de gagner. Donc bien sûr que ça, c'est un panier. Mais être dans ce mood, être dans cette confiance, aller trash talker aussi, mais ça montre à quel point mentalement je pense que ça peut être un joueur décisif, Donovan Mitchell. Vraiment, et même si ça se lit pas forcément dans les stats avancées de NBA.com, dans les clutch moments, ça se voit, je trouve, directement dans cette confiance, dans ce mental et dans l'attitude qu'il adopte, que oui, dans les moments serrés, c'est un joueur sur lequel on peut vraiment compter. Et donc du coup, entre De'Aaron Fox, Shai Gilgeous-Alexander et Donovan Mitchell, dites-moi, qui est votre grand vainqueur du trophée Yves Almettre du joueur le plus clutch pour cette saison NBA 2022-2023. Et donc, entre De'Aaron Fox, entre Shai Gilgeous-Alexander et Donovan Mitchell, le grand gagnant pour vous de ce trophée Yves Almettre du joueur le plus clutch est De'Aaron Fox. Et évidemment, moi aussi, je trouve, je pense que ça a dû se sentir un petit peu dans mon discours que moi, je donne un petit peu d'importance à toutes ces stats avancées d'NBA.com dans le dernier quart. Mais pour moi, quand t'es capable de mettre des game winners, quand t'es celui qui met le plus de points en NBA dans le Money Time, et qu'en plus de ça, t'as une adresse qui est incroyable, parce que mettre des points et des paniers dans le Money Time, c'est bien, mais si tu tentes 70 shoots et que t'en mets 20 d'entre eux, pour moi, ça a beaucoup moins de valeur. Mais quand en plus de ça, tu shootes à 50%, que tout le monde sait que tu vas les prendre en plus, ces shoots-là, et que De'Aaron Fox, il les prend quand même, et en plus il les met, pour moi il n'y a pas photo, et pour vous non plus d'ailleurs, parce que vous êtes 82% à avoir voté pour De'Aaron Fox en grand vainqueur, donc là-dessus on est sur un super d'accord. Shai, vous étiez 12% à voter pour lui, 6% pour Donovan Mitchell, il n'y a vraiment pas eu photo pour ce vote. On va voir ce que ça dit sur Discord. Et encore une fois, c'est le trio, Discord, Twitch et mon avis, on se rejoint, parce que De'Aaron Fox est arrivé très loin devant avec 170 points. On a SGA qui est en 2e place, Donovan Mitchell en 3e. Ce qu'on voit, c'est que finalement ces deux-là, Shai Gilgeous-Alexander et De'Aaron Fox, ils ont été pas mal plébiscités. Et ensuite, ça a été plus serré parce qu'on avait Damian Lillard qui était pas loin de rentrer dans le top 3. On avait DeMar DeRozan aussi derrière. Et des petites mentions pour des joueurs qui eux aussi sont clutch, évidemment, que ce soit Joel Embiid, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Jason Tatum et Luka Doncic. Évidemment que c'est des joueurs qui peuvent assurer dans le Money Time, mais parmi eux, évidemment, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, il y a même eu 10 autres joueurs cités, donc ça montre qu'il y a eu pas mal de variété dans vos votes. Mais voilà, ce qui est certain, c'est que parmi eux, le grand gagnant, à mon avis, de ce trophée Jerry West, même en NBA, ce sera De'Aaron Fox. On passe maintenant au trophée Encéphale du meilleur coach. Et on commence par celui qui était déjà favori la dernière fois, lors du dernier épisode, et c'est Mike Brown. Et effectivement, quelle aventure pour lui du côté de Sacramento cette saison. On sait qu'en NBA, pour remporter le trophée de coach de l'année, il faut être performant collectivement, c'est sûr, il faut avoir un certain nombre de victoires, il faut évidemment emmener son équipe en play-off, mais surtout, je trouve, en tout cas ça s'est vu dans les derniers vainqueurs depuis quelques années, il faut avoir une belle histoire à raconter. On le sait souvent, quand on a des tacticiens qui prennent une équipe qui est tout en bas et l'amènent finalement, alors peut-être pas tout en haut, mais il l'emmène finalement beaucoup plus haut que prévu, alors que peu de monde s'y attendait, on a de grandes chances d'être récompensé pour le trophée de Coach of the Year. Et concernant Mike Brown, est-ce qu'on peut imaginer une plus belle histoire que celle qu'il a faite cette année avec les Kings? Alors qu'on avait une équipe de Sacramento qui n'avait pas fait les playoffs depuis 2006, il les a non seulement qualifiés pour les playoffs, mais en plus, il a fait en sorte que sa team ait l'avantage du terrain. Donc gros big up à lui pour tout ça, gros big up aussi pour son attaque, qui est la meilleure dans toute la NBA en termes de offensive rating, et aussi qui possède le meilleur offensive rating de toute l'histoire, là, c'est quand même un truc de grand malade de se dire ça, mais big up à lui aussi pour avoir réussi à créer un fond de jeu dans une équipe où on pensait que c'était peine perdue. Là, il a réussi à utiliser un Sabonis au maximum de ses qualités, il a fait en sorte aussi de rendre son tandem avec De'Aaron Fox complètement létal, mais aussi, il a fait en sorte, avec les joueurs dont il disposait pour les entourer, de les mettre pile dans le bon rôle avec des role players et des shooters super intéressants, qui complètent super bien l'effectif pour essayer de tirer un petit peu la quintessence de chaque joueur. Donc vraiment une grosse dédicace d'ailleurs pour ce qu'il a fait. Moi je l'aurais mis, comme je disais tout à l'heure, dans mon top 3 dans le trophée John Duff du rookie Keegan Murray, dans une équipe qui est compétitive. Il a vraiment eu un temps de jeu, il a vraiment été utile sur son shoot. On voit que Mike Brown lui a fait confiance et que Keegan Murray lui a bien rendu. J'apprécie aussi comment il a utilisé Malik Monk en tant que 6e homme en sortie de banc, il lui a donné un vrai rôle aussi, et Malik Monk se régale dans ce rôle. J'apprécie aussi les super méthodes dont j'avais parlé dans une vidéo sur les Kings qu'il a utilisé pour garder tout le monde motivé toute la saison. Vraiment, cette équipe, elle s'est transformée en Beam Team cette année, et pour ça, je crois qu'on est obligé de faire un grand bravo à Mike Brown pour tout le travail effectué, quoi.
Mais ensuite vient Mike Budenholzer des Bucks, qui faisait pas partie de vos 3 candidats la dernière fois, et qui finalement, aussi vite que les Bucks ont pris de la place de Boston dans la conférence Est, ben lui il a pris la place de Joe Mazzulla dans vos sélections aujourd'hui. Et là oui, on a tendance à l'oublier un peu le Budenholzer, parce que ça devient un petit peu habituel chez lui, mais là on a quand même un coach qui année après année fait un taf de ouf avec les Bucks. Cette année on a Milwaukee qui a le meilleur bilan de la ligue tout simplement, et même si l'équipe a dû longtemps se passer de Chris Middleton, ben il n'y a pas eu de souci. On a un Jrue Holiday qui a pris la place d'option 2 derrière Giannis, sans problème, et tout a continué à rouler comme si l'équipe était au complet. Et puis quand Middleton est revenu, bah Budenholzer il a fait en sorte que progressivement, sans brusquer personne, on ait un Middleton qui retrouve sa place peu à peu, et qui, bah, là ça arrive, que pile juste avant les playoffs, il arrive à retrouver le rôle décisif qu'il avait avant. Et moi, bah, je trouve ça très fort, et ce que je trouve encore plus fort en plus, c'est qu'il arrive à utiliser toute la profondeur de son effectif pour trouver vraiment un rôle à chacune de ses pièces. On en parlait un petit peu plus tôt, hein, mais déjà en défense, quand t'as le trio Giannis, Jrue Holiday, Brook Lopez, bah c'est fou, mais déjà il faut réussir à les faire jouer ensemble et assembler les pièces comme il faut, et ça Bud il y arrive sans problème. Il arrive aussi à trouver une place à tous les role players qui l'entourent, ça c'est cool aussi. J'aime beaucoup par exemple comment il a pu faire confiance à des Grayson Allen ou des Jevon Carter qui font une saison très intéressantes et qui peuvent aller au charbon quand il faut, et j'apprécie hein, dans cet effectif, dans ce roster, chacun se sent utile, chacun sait ce qu'il a à faire, à tel point, et ça moi je trouve que c'est quand même la spécialité de Budenholzer, à tel point qu'il n'a pas besoin de trop forcer avec le temps de jeu de ses cadres. Quand on voit que personne, Giannis Antetokounmpo y compris, ne joue plus de 33 minutes dans cet effectif, et que cet effectif est quand même le premier de la NBA en termes de bilan, ça montre que justement derrière on a un coach qui a su trouver les bonnes pièces pour prendre le relais et assurer, pour performer aussi bien en attaque qu'en défense. Donc oui, en plus d'avoir le meilleur bilan de la ligue, on a des Bucks maintenant qui peuvent arriver totalement reposés en play-off parce qu'on n'a pas trop usé les joueurs en les faisant trop rester longtemps sur le terrain en termes de minutes, et en plus de ça on a des Bucks qui vont être reposés et qui vont avoir l'avantage du terrain jusqu'en finale. Donc voilà, Mike Budenholzer il a accompli la mission haut la main qui lui était confiée, et pour ça forcément gros GG à lui. Et le troisième que je vous montre, voilà, hein, dans la famille des coachs, après Mike Brown et après Mike Budenholzer, je voudrais un troisième Mike, et voici Mike Malone des Nuggets. Et lui, pareil, en termes de bilan, difficile de pas le mentionner, vu que Denver s'affiche à la première place de la conférence Ouest. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a su gérer les retours de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. pour encore mieux entourer Jokic, et faire de Denver une force dans la conférence Ouest. On le voyait l'année dernière, Jokic était peut-être trop seul pour que Denver domine. Là, on se disait, ok, maintenant il va retrouver Jamal Murray et Michael Porter Jr. Mais maintenant, il va falloir aussi les réintégrer et voir comment le Jokic, qui avait été si énorme la saison passée, peut performer avec ces deux gros retours à côté. Et là, finalement, pas de souci, hein, pas de souci. Mike Budenholzer, il a fait le taf. Là, ce qu'on voit, c'est que l'attaque des Nuggets, elle est super impressionnante. Mike Malone, la façon dont il l'utilise, là, le Jokic pour faire circuler la balle, c'est quelque chose encore. Les Nuggets, ils sont dans le top 2 des équipes qui réalisent le plus de passes décisives par match en NBA. Déjà, c'est impressionnant. Et ça permet à l'équipe d'avoir une attaque qui est super bien huilée. C'est la 4e de la NBA en termes de offensive rating. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que absolument tout le monde à Denver est impliqué offensivement. Et là, par exemple, gros big up au rôle qu'il a pu trouver à des soldats comme Bruce Brown ou comme Kentavious Caldwell-Pope. Moi, j'aime beaucoup ça. Bon, après, c'est sûr que défensivement, les Nuggets, ils assurent pas autant que ce qu'ils assurent en attaque. Mais quand même, moi, j'aimerais qu'on se rende compte d'une chose. Mike Malone, il a réussi à faire d'un mec comme Aaron Gordon une vraie force de frappe de ce côté-là du terrain. Et ça, qui aurait pu l'imaginer à une époque où Aaron Gordon c'était un mec qu'on critiquait parce qu'il défendait pas et parce qu'il manquait de QI basket, et pourtant aujourd'hui moi je trouve que c'est bien Aaron Gordon qui permet à sa team bien souvent de garder la tête hors de l'eau défensivement. Donc non, pour faire un bilan, moi j'ai pas trop de doutes. Mike Malone, c'est un expert pour ce qui est de construire un costume sur mesure à absolument tous ses joueurs en fonction de ce que l'équipe a besoin. C'est un expert aussi pour donner un rôle à chacun et que chacun s'épanouisse dans ce rôle, et pour ça moi je trouve que oui, il mérite d'être cité en plus du bilan des Nuggets pour ce trophée encéphale du meilleur coach. Mais donc maintenant il va falloir vous mouiller entre les trois Mike Brown, Mike Budenholzer et Mike Malone, mais qui est le grand vainqueur du trophée encéphale du meilleur coach cette saison en NBA? Allez, le grand vainqueur du trophée encéphale du meilleur coach, qui récompense oui le meilleur coach de la saison NBA 2022-2023, et pour vous, pas de surprise, c'est Mike Brown avec 90% des voix.
10% des voix pour Mike Budenholzer et 0% pour Mike Malone. Aucun vote pour Mike Malone. Et oui, évidemment, moi aussi j'aurais voté Mike Brown. Ce qu'il a fait à Sacramento, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je vais pas le redire, mais c'est juste exceptionnel. J'étais le premier à pas y croire quand les Kings l'ont signé, et forcé de constater que je me suis complètement planté. Il a fait un travail de ouf avec une équipe qu'on n'attendait pas, qui aujourd'hui pourrait peut-être même passer un tour de playoff, même si évidemment, comme tous les trophées aujourd'hui, on récompense la saison régulière. Donc même s'il se foire en playoff, de toute façon il l'aura mérité. Quelle belle histoire. Comme je disais, pour ce trophée, on aime récompenser les belles histoires. On aime récompenser les belles histoires, oui, et celle de Mike Brown est magnifique. Ça dit quoi sur le Discord ? Bah oui, Mike Brown loin devant encore. On voit qu'ensuite c'était plus serré entre Budenholzer et Mike Malone, parce que 64 et 62 points, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Et moi, personnellement, j'aurais peut-être mis Joe Mazzulla, ou enfin franchement, il y en a tellement que j'avais envie de récompenser. Je suis surpris de voir que Mark Daigneault n'est que 3 points, parce qu'on a Mazzulla, on a Taylor Jenkins, on a Mark Daigneault, Tom Thibodeau, JB Bickerstaff, Jack Vaughn et Willie Green qui sont cités. Moi, je pense que si j'avais voté pour 3 coachs, même si je respecte énormément le travail de Mike Malone, j'aurais peut-être mis... Alors Joe Mazzulla, c'est dingue ce qu'il arrive à faire avec les Celtics, mais il avait déjà une équipe qui était déjà construite, n'empêche qu'arriver à faire sa place, même si t'étais déjà assistant pour remplacer Ime Udoka, c'est fort. Taylor Jenkins, trop beau aussi ce qu'il a fait avec Memphis cette saison, il a toujours trouvé des solutions malgré les absents. Quand Triple J était absent, il a trouvé des solutions. Avec Ja Morant, il a essayé d'en trouver aussi quand il était absent. Non, c'est fort. Mais moi, mon troisième vote, je pense qu'il serait allé pour Mark Daigneault, parce que encore une fois, c'est une belle histoire. Et OKC, ils ont réussi à accrocher le play-in. Tout le monde pensait qu'ils allaient vraiment tanker à fond. Et au final, avec une équipe qui est très jeune, la plus jeune de la ligue, ça va faire le play-in et c'est super prometteur pour l'avenir. Et arriver à maîtriser ces jeunes comme ça et leur donner un rôle, parlez-en à Stephen Silas des Rockets, c'est pas donné à tout le monde. Et Mark Daigneault l'a fait, il a réussi à faire confiance à ses joueurs lui ont fait confiance. Et moi, je l'aurais mis dans mon top 3. Mais ça, encore une fois, c'est très personnel. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retiendra, c'est que le grand gagnant de ce trophée encéphale du meilleur coach, c'est Mike Brown pour tout le monde, encore une fois. Donc là, à nouveau, pas de désaccord. Maintenant, on enchaîne avec le trophée Joker du meilleur sixième homme. Et là, encore une fois, décidément, c'est une habitude. Pour ce trophée de Joker, on commence par votre lauréat du dernier épisode, qui est Malcolm Brogdon. Et là, oui, même si, en termes de scoring, c'est vrai que sur le banc, dans les secondes units, on pourrait trouver mieux que lui en NBA, je trouve que si on prend du recul et qu'on se rend compte de ce qu'il apporte, avec son adresse qui est folle, à 2 comme à 3 points, avec une intelligence qui est dingue aussi, et très peu de déchets dans son jeu, dans une équipe ambitieuse comme celle des Boston Celtics, qui sur son banc, de toute façon, avait vraiment besoin d'un joueur comme lui, c'est difficile de test avec un mec comme Malcolm Brogdon en tant que sixième homme. L'objectif de toute façon il est très clair pour Boston cette saison, c'est le titre, et pour ça, pour moi en tout cas il y avait besoin d'un mec qui pouvait driver la seconde unit avec des qualités de shoot, des qualités de défense, des qualités de playmaker, mais qui pouvait aussi très bien et parfaitement fité avec les titulaires. Et c'est ça que j'apprécie avec Brogdon, c'est ça clique aussi bien avec la seconde unit qu'avec les titus. Et pour ça, de toute façon, l'arrière là, avec sa science du jeu ultime, il peut jouer déjà au poste 1 et 2, et pour moi, il me semble représenter le connecteur parfait dont avait besoin cette équipe de Boston, grâce à sa capacité d'adaptation dans n'importe quel système, aussi bien en attaque qu'en défense. Là, alors qu'il a été starter pendant la grande majorité de sa carrière, on a un Brogdon qui a découvert un nouveau rôle en sortie de banc, et alors que pas mal de joueurs auraient pu rechigner, lui, non, il a pris sa nouvelle mission à bras le corps pour avoir un impact qui est d'une valeur folle, je trouve, pour ses Seas, et je me dis que ça doit être un régal d'être son coach ou son coéquipier, tellement constamment, c'est un mec qui est capable de faire le bon choix pour la team, quitte à sacrifier ses chiffres individuels. Lui, il veut la win, et c'est ça qui est fort, et je reviens là-dessus, mais ses chiffres au niveau de l'adresse, regardez, il est à 44% à 3 points, 48% au global, moi, j'en reviens toujours pas. Franchement, moi, je trouve que Malcolm Brogdon, il assure grave dans son rôle de sixième homme à Boston, et pour moi ça aurait été une hérésie de ne pas le nommer pour le trophée de Joker. Pour moi, on verra s'il gagne à la fin, mais évidemment il est dans les 3 candidats. Ensuite, en numéro 2, vous m'avez pris Bénédicte Mathurin. Et ça, encore une fois, là on a un candidat qui est habituel pour ce trophée, et ça me fait bizarre de dire ça d'un rookie, que lui, déjà c'est un abonné à ce trophée, parce qu'il a été dans les 3 épisodes des Awards, Bénédicte Mathurin, et dans le premier même, de mémoire, il me semble que c'est lui que vous aviez fait remporter le trophée de Joker, avant de se faire dépasser par Malcolm Brogdon lors du 2e épisode de ces Awards. Et ça montre l'impact que le Québécois a du côté d'Indiana. Lui, clairement, sa principale qualité, c'est le scoring. Et dans le domaine, avec son explosivité, avec sa capacité à créer pour lui aussi, et son adresse qui est clairement sur courant alternatif, mais quand il est dedans et quand il est dans un bon soir et que ses shoots rentrent, il devient inarrêtable. Et je me dis que offensivement, en tout cas au scoring, il a tout pour devenir un tueur à terme, et même déjà pour être un sixième homme de choix. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal subi le rookie wall, et tout comme le bilan des Pacers qui a chuté sur la deuxième partie de saison, l'impact de Mathurin en a fait un peu de même. Lui qui a vu ses pourcentages qui ont régressé aussi tout au long de cette campagne, même si ça allait un petit peu mieux au mois de
de Mars, ça il faut pas lui enlever. Malheureusement, là on le sait aussi, Indiana fera ni les playoffs ni le play-in, et ça peut-être que ça le pénalise un petit peu dans la course pour cette récompense, parce qu'on sait qu'un 6e homme, pour avoir de la valeur, il faut qu'il apporte sa pierre, en tout cas à mon sens, il faut qu'il apporte sa pierre dans une équipe qui gagne. N'empêche que, impossible de dire, malgré son manque d'expérience et la prise de maturité qui sera attendue de sa part en tant que rookie, pas de jeu de mots avec Mathurin, la maturité, mais peu importe, mais impossible de ne pas le créditer, parce que il a apporté énormément dans ce rôle que Rick Carlisle lui a donné cette saison. Ce rôle, il l'a kiffé, il l'a embrassé, il l'a apprécié en sortie de banc, ou assurément, au moins pour ce qui est de marquer des points, il a su compiler des stats de starter à Indiana, alors qu'il est rookie, donc pour ça, bravo à Mathurin. Et le troisième candidat que vous avez choisi, c'est Malik Monk, encore un membre des Kings qui finalement sont très souvent mis en valeur aujourd'hui. Et bien sûr que vu la saison que Sacramento vient de réaliser, il y a de quoi mettre en valeur des joueurs des Kings, évidemment. Donc lui, après un début de carrière qui était décevant à Charlotte, et ça se voyait, il avait jamais vraiment réussi à faire sa place là-bas, il a quand même fait une bonne campagne individuelle aux Lakers l'an dernier, mais là maintenant on a un Monk à Sacramento, sous les ordres de Mike Brown, j'en parlais tout à l'heure, qui a finalement réussi à trouver une maison où on lui fait confiance. Et ça, avec son impact en tant que 6e homme, cette confiance, il la rend fois 1000 à cette team des Kings, et ça j'apprécie. On sent qu'il est impliqué, on sent qu'il veut gagner, on sent qu'il veut tout donner, qu'il serre les dents, et dans le profil de dynamiteur qui peut prendre feu au sein de la seconde unit, tout en affichant de sacrés pourcentages au tir aussi, on a un sacré client avec l'arrière. On a sa perf à 45 points là dans le match en double prolongue face aux Clippers, on s'en rappelle tous, ça nous fera pas dire le contraire, et mieux encore, plus que cette perf, moi j'apprécie comment en jouant moins que l'an dernier, il a su maintenir sa moyenne de points, tout en prenant peu à peu une espèce de rôle dans le playmaking, parce qu'il faut être conscient qu'en jouant moins, encore une fois, là il s'est retrouvé à faire une moyenne de passes supérieure à tout ce qu'il a connu dans sa carrière. Non, franchement, quand on voit ce que Malik Monk faisait dans son rôle en sortie de banc, tout ce qu'il pouvait produire dans cette équipe Cinderella de Sacramento qui a été si plaisante à voir jouer cette saison, moi je comprends tout à fait que vous l'ayez choisi dans vos 3 candidats pour remplacer un Westbrook qui maintenant est titulaire chez les Clippers, et c'est bien de mettre Monk en valeur alors qu'il avait été plutôt snobé lors des précédentes éditions des Awards. Mais maintenant les gars, va falloir choisir entre Malcolm Brogdon, Bénédicte Mathurin et Malik Monk. Qui est votre favori pour le trophée de Joker du meilleur 6e homme de l'année en NBA? Alors, entre Malcolm Brogdon, Bénédicte Mathurin et Malik Monk, le vainqueur, le lauréat du trophée de Joker du meilleur 6e homme de la saison NBA 2022-2023 est... Le tambour a mal fonctionné, mais peu importe, Malcolm Brogdon. Et moi aussi, j'aurais voté pour lui. Même si, personnellement, j'aurais pas forcément pris ces 3 candidats-là. Ce qui est sûr, c'est que Brogdon, je l'aurais mis dans mon top 3. Et moi aussi, j'aurais voté pour Brogdon. Parce que, comme je disais, pour moi, c'est important déjà d'avoir un impact dans une équipe qui gagne. Les Celtics sont une équipe qui gagne. Et l'impact de Brogdon, je le trouve phénoménal. Et pas qu'au scoring, je le trouve juste trop propre, trop présent dans sa justesse, trop intelligent, justement. Lui, ce mec-là, de toute façon, il faut clairement, c'est un vrai titulaire. Dans 90% des équipes NBA, il serait starter. Mais là, non, on lui a dit, tu seras le 6e homme à Boston. Et il a dit, ouais, pas de problème. Et en plus, dans ce rôle-là, je vais vous faire des dingueries. Je vais vous montrer à quel point je peux apporter et à quel point je peux être précieux. Et ça, Malcolm Brogdon, il a fait sans souci. Donc moi, je vous rejoins et on le voit, il a gagné à plus de 60% dans les sondages. On a Malik Monk qui est arrivé en 2e et Mathurin qui a fermé la marche en 3e. Sur le Discord, ça dit quoi ? Et bien encore une fois, on fait le trio gagnant, c'est bien, pour l'instant on est au 5e trophée, on a 4 fois le trio est ok, pour l'instant le seul désaccord vient du meilleur défenseur, il arrive très 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 loin devant, Malcolm Brogdon, on a Bénédicte Mathurin qui arrive en 2e, Monk en 3e, Portis en 4e et Quickley en 5e, mais là c'est très serré entre Monk, Portis et Quickley, et c'est assez fou, parce que moi, je pense que j'aurais pas mis Mathurin, pour moi sa 2e partie de saison est trop décevante et son équipe a pas assez gagné, donc même si en première partie de saison je l'aurais mis, là je ne l'aurais plus mis, et là j'aurais vraiment hésité. Quickley pour moi il mérite d'être cité, Bobby Portis mérite aussi absolument d'être cité, c'est vrai qu'on a trop l'habitude je crois de donner ce trophée à des arrières, mais le mec est quasiment en double-double dans une équipe de Milwaukee qui a le meilleur bilan de la ligue, et qui a un impact des deux côtés du terrain aussi qui mérite d'être mis en valeur, et à Emmanuel Quickley, les progrès qu'il a fait, et tout ce qu'il a fait sur la 2e partie de saison, et l'impact défensif qu'il a donné, je l'ai trouvé phénoménal. J'aurais été vraiment en galère, j'aurais choisi Brogdon et Portis sur
en 1 et 2, et en 3 j'aurais vraiment hésité entre Quickley et Monk, et je crois que j'aurais fait ça à pile ou face, et j'aurais peut-être fait ça pour la préférence, et peut-être que j'aurais mis Quickley moi, mais clairement je comprends que vous ayez mis Monk devant Quickley, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit c'est que ça a été hyper serré à un point près entre ces trois là, donc ok, pour moi c'est Bénédicte Mathurin qui est classé trop haut, parce que son équipe pas assez performante sur la deuxième partie de saison, et parce que lui s'est écroulé un peu. Moi je veux aussi envoyer un gros big up à Tyus Jones, je lui aurais pas trouvé de place dans mon top 3, mais ce qu'il a fait et ce qu'il fait constamment à Memphis derrière Ja Morant, je trouve ça ouf. Quand Ja Morant n'est pas là, Tyus Jones est titulaire et il assure. Quand Ja Morant est là, Tyus Jones il rentre derrière lui et il assure, et je trouve que c'est un joueur dont on parle pas assez mais qui a un énorme impact du côté de Memphis. Donc effectivement pas de place dans le top 3, mais je trouve ça bien qu'il ait quand même 23 points, et derrière Jonathan Kuminga, Naz Reid aussi qui a fait une bonne saison, Kuminga qui a montré de vrais progrès, Austin Reeves, bah oui évidemment c'est un petit peu la darling de cette fin de saison, on a apprécié, et Thomas Bryant, oui bon il a eu quelques voix, mais c'est vrai que depuis qu'il est à Denver il a quand même un impact moins important et un rôle qui est un petit peu moins important avec des minutes qui ont diminué. Donc ouais, moi j'aurais pas fait ce top 3 là, mais quand on voit les votes, tout ça je trouve que c'est cohérent, même si pour moi je le répète, je vois Mathurin un poil trop haut, mais c'est un avis très personnel, mais ce qu'on retiendra c'est qu'on est tous d'accord, et Brogdon pour ce trophée de Joker du meilleur 6ème homme, il semble gagner haut la main. Le trophée suivant, c'est le trophée à l'improviste de la meilleure progression. Et là, place à un petit nouveau, Jalen Brunson, qui pour cet épisode remplace Tyrese Haliburton parmi vos candidats de la dernière fois. Et c'est vrai que concernant le meneur des Knicks, il y en a des choses à dire, et des choses bonnes à dire. En fait, sur la lignée de ces très bonnes perfs de l'an dernier en play-off avec Dallas, moi je trouve que l'ancien de Villanova, il a su amplement profiter des responsabilités que Tom Thibodeau lui a données à la main pour littéralement exploser à New York. Non seulement ses stats, vous les voyez, elles sont excellentes, mais ce qui est encore plus fort, c'est de remarquer qu'il a fait un +8 au niveau des points, tout en délivrant plus de passes que l'an passé aussi, et en ayant largement augmenté son adresse de loin, et voir qu'il est à plus de 40% à 3 points, Jalen Brunson, c'est quand même assez impressionnant. Mais dans le rôle aussi, moi je trouve que c'est fou de voir son évolution. En fait c'est peut-être un peu sévère role player, mais c'était pas non plus un réel lieutenant, même s'il l'a été en playoff. C'était un role player plus, je dirais, l'année dernière à Dallas, qui était vraiment porté sur le scoring, et là, cette saison, c'est devenu un cadre des Knicks, qui partage aujourd'hui plus ou moins le rôle de franchise player avec Julius Randle. Puis pour aller plus loin, c'est pareil, et si on veut même passer au-delà des chiffres, il y a des choses à dire concernant Jalen Brunson, parce que moi j'aimerais ajouter qu'il aurait pu tout à fait être mentionné tout à l'heure. D'ailleurs il était dans le top 10 du Discord pour le trophée Yves Almettre du joueur le plus clutch, tellement son impact à lui aussi et sa confiance sont bons dans les fins de match serrés, et ça nous en fait des trucs à dire déjà concernant Jalen Brunson. Donc quoi rajouter? Pas grand chose, à part si que je trouve quand même exemplaire dans l'attitude pour fitter avec le Madison Square Garden, c'est pour ça qu'il est tant apprécié, mais aussi par son coach Tom Thibodeau, qui aime les guerriers comme lui, qui donne tout sur le terrain. C'est un mec qui est à la fois dur, qui est compétiteur, qui est intelligent, c'est tout ce qu'on aime du côté de New York, et si les Knicks retrouvent les playoffs cette année après un an d'absence la saison passée, c'est en grande partie grâce à l'arrivée de Jalen Brunson et à sa très bonne progression dans son nouveau rôle de leader starter de cette équipe new-yorkaise quoi. Le deuxième que vous avez choisi sur Discord, c'est Shai Gilgeous-Alexander, qui est cité pour la deuxième fois pour un trophée aujourd'hui, après le trophée Yves Almettre justement de tout à l'heure. Et au premier abord, ça peut faire bizarre de parler de SGA pour cette récompense, vu à quel point déjà il partait de très haut l'an passé. Cependant, moi je trouve qu'à l'image d'un Ja Morant, qui est le tenant en titre du trophée de MIP, alors que lui aussi partait de très haut un an avant, mais j'apprécie particulièrement la saison de Gilgeous-Alexander du côté du Thunder. Pour moi, c'est peut-être encore plus dur de passer du rang de bon joueur à celui de star, et c'est ce que je répète à chaque fois quand vous me parlez de Gilgeous-Alexander comme la meilleure progression. Quand tu passes de bout de banc tu peux faire un +10 au niveau des points quand tu passes de bout de banc à starter, mais quand tu es déjà une star et que tu passes au niveau de superstar, moi je trouve que c'est encore plus impressionnant. Et pourtant, c'est ce que l'arrière a fait cette saison, avec des moyennes insane pendant cette campagne, notamment au niveau du scoring, voir qu'il tourne à plus de 31 points de par match, c'est fou, et ça lui a permis de faire un bond de +7, ça justement, au niveau des points, tout en augmentant largement ses pourcentages. C'est pas juste parce qu'il a pris plus de shoots qu'il a augmenté ses points, il a aussi augmenté son adresse, et ça c'est important. Aujourd'hui, moi je trouve que Shai c'est devenu un joueur qui est plus mûr, qui est conscient de ses forces aussi, qui prend des shoots de loin, les shoots de loin qu'il peut mettre, il continue à les tenter, mais il passe quand même moins de temps derrière la ligne, et désormais, il va tenter plus de drive parce que c'est sa force, et c'est devenu en NBA le joueur qui va driver le plus dans la raquette, dans toute la ligue. C'est un secteur dans lequel il excelle, grâce à sa vitesse, grâce à ses appuis, grâce à ses feintes, et il a raison de ne pas s'en priver de faire ça, et c'est grâce à ça, je trouve qu'il a fait une si grosse progression. On en parlait aussi plus tôt tout à l'heure, s'il était mentionné dans le trophée Yves Almettre, c'est que c'est un joueur très très clutch, qui hésitera
n'hésitera pas à prendre ses responsabilités dans les moments décisifs. Ajoutons à ça sa défense, qui a énormément progressé, et je trouve qu'aujourd'hui on a un vrai two-way player avec Shai Gilgeous-Alexander, et ça en fait quand même des points positifs le concernant. Et vous voulez savoir ce qui m'impressionne le plus, j'en ai même pas parlé, c'est que en fait il a réussi à step up de ouf. Je disais, c'est déjà bien d'être passé du rang de star à celui de superstar, ou alors les épalations que vous voulez, mais en tout cas il partait de très haut et il arrivait encore plus haut. Mais là, moi, ce que j'apprécie, c'est que contrairement à ses concurrents aujourd'hui, lui, il n'a pas eu à changer d'équipe ou à changer de rôle. C'est pas parce que avant on l'utilisait pas assez qu'il a vraiment step up, ou alors parce qu'il avait des coéquipiers trop bons qu'il a vraiment step up. Non, lui, il est resté dans une équipe qui est restée à peu près la même, et lui tout seul, il a progressé à fond. Et je trouve que c'est très fort tout ça. Donc non, il n'y a pas à débattre trop longtemps. La progression de Shai Gilgeous-Alexander cette saison, elle est assez immense. Et votre troisième candidat pour ce trophée à l'improviste de la meilleure progression, c'est Lauri Markkanen, qui lui, cette fois-ci on va finir par votre lauréat du dernier opus des Awards. Et donc ouais, ça paraît assez évident de le citer, lui aussi parmi les favoris pour ce trophée, vu les dingueries qu'il a réalisées à Utah cette saison. Aujourd'hui, il est loin d'être le joueur qui faisait rien d'autre que ce qu'il faisait à Chicago, c'est-à-dire attendre derrière les lignes à 3 points. Non, désormais, Markkanen au Jazz, c'est un mec qui s'affiche en franchise player, dans la lignée de ce qu'il a fait avec la Finlande lors du dernier Euro. C'est un joueur par qui le jeu passe, qui peut créer pour lui, qui peut scorer aux 3 niveaux aussi, qui peut utiliser ses très bons outils pour scorer sans grande difficulté face à la majorité des défenses. Et moi je trouve que ce nouveau rôle, il est essentiel, et ça lui a permis de faire une progression de ouf. Il a fait un quasi plus 11 au niveau des points, et c'est un truc de malade. C'est quand même immense de faire un plus 11 au niveau des points, surtout qu'il partait pas de zéro quand même. Et donc oui, lui, c'est lui qui a connu la plus grosse progression au niveau des points, en tout cas au niveau du scoring, parmi tous les candidats que vous avez sélectionnés aujourd'hui. On peut ajouter à ça aussi qu'il prend plus de rebonds que ce qu'il faisait avant, il fait un petit peu plus de passes aussi, mais surtout il est vachement plus efficace que par le passé, en shootant avec d'excellents pourcentages, et clairement pour ce trophée à l'improviste, on a un sacré client avec Markkanen. Alors oui, peut-être qu'il souffre un petit peu après des moins bons résultats de sa team sur la deuxième partie de saison, mais il faut le dire, en termes de chiffres, dans son nouveau rôle à Utah, difficile de rivaliser avec la progression du Finlandais. Mais maintenant il va falloir que vous fassiez votre choix entre ces 3 candidats, savoir entre Jalen Brunson, Shai Gilgeous-Alexander et Lauri Markkanen, qui est le grand vainqueur du trophée à l'improviste de la meilleure progression de la saison 2022-2023. Et donc, entre Jalen Brunson, Shai Gilgeous-Alexander et Lauri Markkanen, votre grand gagnant pour le trophée à l'improviste de la meilleure progression de la saison NBA 2022-2023, c'est Lauri Markkanen, qui mérite évidemment parce qu'il a été excellent, même si moi ça n'aurait pas été mon choix. Peut-être que vous l'avez compris un petit peu dans mon live tout à l'heure. Je pense vraiment que Lauri Markkanen va le gagner. Pour moi, il est favori. Je trouve que la narrative autour de ce trophée est trop belle. C'est un mec qu'on n'attendait vraiment pas et qui a en plus de ça permis à Utah d'espérer de grandes choses pendant au moins 75% de la saison, voire plus. Pour moi, oui, je pense qu'il va le remporter. Mais perso, j'aurais donné ma voix à Shai Gilgeous-Alexander parce que comme je disais, lui, il a réussi à progresser encore et encore, tout en gardant le même rôle et en augmentant ce rôle et en le faisant passer alors la perfection c'est abusé, mais en le faisant passer vraiment au niveau supérieur, sans avoir à changer d'équipe pour casser la hiérarchie ou sans passer dans une équipe qui pourrait potentiellement être moins bonne. Non, vraiment, et en plus de ça, Lauri Markkanen peut-être souffre aussi du fait de finalement pas avoir réussi à accrocher le play-in quand Shai Gilgeous-Alexander l'a fait. Après, Jalen Brunson aussi méritait qu'on s'y intéresse vraiment. D'ailleurs, il est arrivé deuxième à égalité avec Shai Gilgeous-Alexander, mais c'est quand même Lauri Markkanen qui a gagné largement chez vous avec à peu près 60% des voix. Donc je comprends tout à fait votre voix, je pense aussi que c'est lui qui va le gagner, mais moi ma voix serait allée pour Shai Gilgeous-Alexander, parce que c'est peut-être très personnel, mais je trouve ça encore plus fort ce qu'il a fait en termes de progression, d'avoir atteint ce niveau qu'il a réussi à atteindre, où maintenant on a la certitude que c'est un franchise player sur lequel on peut construire dans les années futures, et pour ça gros big up à SGA. Quand on regarde le Discord, et ouais, le Discord aussi, donc c'est moi qui suis en désaccord, c'est peut-être moi qui me trompe complètement et qui me fourvoie autour de Shai Gilgeous-Alexander, parce que le Discord est d'accord avec vous. Donc Lauri Markkanen en 1 est plutôt loin devant Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson en 3. Après on avait un Tyrese Haliburton en 4 qui peut-être souffre du fait d'avoir moins joué sur la deuxième partie de la saison après le All-Star Game. Mikal Bridges,
C'est bien de le mentionner, même si sa progression s'est moins vue sur la première partie de saison avec Phoenix, lui aussi a changé d'équipe, a changé de rôle et s'est mis à faire des dingueries. De'Aaron Fox à s'entendre, Nick Claxton aussi, grosse progression. Austin Reeves, oui Austin Reeves, je crois que les fans des Lakers l'aiment bien, mais Austin Reeves qui est là, Domantas Sabonis ça mérite, Kevin Huerter aussi. On a quand même 3 joueurs des Kings qui sont cités là pour la meilleure progression. Non mais voilà, et 2 autres joueurs cités en plus. Même si moi j'aurais voté pour SGA, je comprends tout à fait votre vote pour Mark Cannon. Et à mon avis, oui, c'est lui qui remportera ce trophée de MIP dans quelques semaines. Allez hop, on enchaîne avec le trophée Omer Dalor de la plus grosse déception, qui n'est pas un trophée glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là aussi, encore une fois, on entame les hostilités avec votre lauréat de l'édition précédente, qui était Bradley Beal. Bon, si on regarde ses stats, à Bradley Beal, c'est pas si catastrophique non plus, même s'il est désormais loin de la trentaine de points par match qui scorait il y a encore 2 ou 3 ans. Ses pourcentages sont plutôt propres en plus de ça, même très propres, et même s'il fait un peu moins de passes décisives que la saison passée, il est toujours au-dessus des 5, moi je trouve que ça passe largement. Non, en fait, ce qui est décevant, et ce qui fait mal, c'est de voir l'énorme contrat Supermax qu'il a signé à Washington l'été dernier, en balançant qu'il restait dans la capitale, non pas pour le fric, mais pour gagner un titre, et que finalement ces Wizards, malgré les bonnes saisons de gars comme Porzingis ou Kuzma, aux côtés de Bill, n'ont même pas réussi à choper le play-in, et ça, collectivement, c'est décevant, et évidemment qu'on est obligé de tirer à boulet rouge sur Bradley Beal. En fait, ce qui est inquiétant, je trouve, c'est que dans l'attitude, le mec a pas l'air vraiment impliqué, son body language n'est pas ouf, il a encore manqué sa trentaine de matchs, et son poids sur la win, là, avec son jeu qui se base essentiellement sur l'ISO, peut largement être remis en question, et moi j'ai de vrais doutes aujourd'hui sur l'impact qu'un Bradley Beal, en tout cas avec l'attitude qu'il a dernièrement, peut avoir quand t'as des ambitions, et à tel point qu'aujourd'hui, on peut légitimement se demander si aujourd'hui c'est bien lui le joueur le plus important ou le patron des Wizards, ou alors si c'est un Porzingis, voire même un Kuzma. Donc ouais, malgré des chiffres très corrects, je trouve ça quand même ouf qu'on puisse se demander si Bradley Beal, qui a signé un contrat incroyable l'été dernier, est vraiment le patron de Washington. Donc voilà pourquoi je comprends totalement que vous ayez choisi Beal parmi vos trois candidats pour ce trophée Omer Dalor. Vient maintenant Ben Simmons, et lui aussi, comment ne pas le choisir parmi les principaux candidats de la grosse déception de la saison. Il semble loin, c'était 2019, 2020, 2021, il semble loin le temps où il a été triple All-Star. Parce qu'aujourd'hui, on a un joueur australien qui est plus le même, et quand on voit qu'il était la monnaie d'échange principale dans le trade de James Harden, ouais, il y a de quoi être en colère par rapport à ce qu'il apporte actuellement. En fait, c'est comme si ce fameux match 7 à Atlanta, durant lequel il a brillé par son manque d'agressivité, ça avait été une espèce de tournant dans sa carrière. Donc bien sûr que les déclats de Doc Rivers et de Joel Embiid, même si pour moi on a fait beaucoup autour de ça, c'est sûr que ça l'a pas aidé à relever la tête, mais quand même, moi là, je trouve qu'on parle d'un joueur professionnel, d'un ancien first pick de draft, d'un triple All-Star, je le répète, qui normalement doit être capable d'encaisser la critique. Mais là, non, depuis ce jour, ce qu'on voit, c'est qu'on a un Ben Simmons qui est au plus bas mentalement, et si on pourrait se servir de pas mal de raisons comme excuse, comme ses blessures au dos, on a surtout l'impression que là, en ce moment, il est pas capable, ou il veut pas jouer, quoi, et qu'il veut esquiver la difficulté. Tant qu'il sera pas dans des conditions idéales où il sera sûr de pouvoir briller, t'as l'impression qu'il va pas retrouver cette agressivité. Surtout que selon certains spécialistes, ces fameuses douleurs au dos là et ces blessures sont avant tout psychologiques et liées au stress plutôt que liées à un vrai problème physique. Et ça, c'est vraiment inquiétant, même si ça se répercute sur ses lombaires et sur son physique. Autant moi je peux comprendre et j'ai envie d'être patient avec lui. La santé mentale, ça doit passer avant tout, mais là au niveau du jeu, c'est quand même assez catastrophique. C'est un mec qui est en totale difficulté au lancer franc. Et du coup, il ose même plus attaquer le cercle, de peur de se retrouver sur la ligne, alors que pourtant, avec ses appuis, avec son physique, avec son footwork, ses feintes et ses qualités, driver, attaquer le cercle, à la base, ça faisait partie de ses spécialités. Maintenant, il le fait plus. Donc après, oui, ok, il fuit ça pour pas aller sur la ligne des lancers francs, il shoot toujours pas. Maintenant, ok, il a toujours un impact qui est positif en défense, qui est positif dans le playmaking, mais pour un mec qui est payé pas loin de 40 millions de la saison, ça suffit vraiment pas. Voir qu'il a pas été capable de jouer plus de 42 matchs dans cet exercice parce que pour l'instant mentalement il est pas bien, oui, c'est décevant parce que ça fait un moment qu'il est dans un gros trou noir, le Ben Simmons. Quand on voit que même sur les 42 matchs qu'il a joué, il a pas été capable d'atteindre les 7 points par match,
Je trouve que c'est violent quand même, et évidemment que le concernant, même si je veux mettre toutes les pincettes du monde et souhaiter que mentalement il se rétablisse le plus vite possible, évidemment que quelles que soient les raisons, ce soit décevant la saison de Ben Simmons. Et enfin, votre troisième candidat, ben c'est Trae Young. C'est Trae Young qui lui aussi, au niveau des stats, si on prend pas vraiment en compte le contexte, ben il réalise des chiffres qui sont toujours plutôt propres, hein, globalement. Il tourne à plus de 26 points et 10 passes, et c'est clairement pas donné à tout le monde en NBA. Donc quel est le souci avec le meneur qui nous fait des stats quand même assez dingues? Eh bien, moi je pense, si vous l'avez mis là, c'est qu'avec l'arrivée de Dejounte Murray à Atlanta, on attendait de sa part qu'il adapte son jeu, qui sacrifie un petit peu le ballon pour jouer davantage off-ball, et qu'il fasse en sorte aussi de plus se comporter en leader, de plus se comporter en exemple pour les Hawks, dans l'optique d'avoir de réelles ambitions, au vu de l'effectif que la team pouvait présenter sur le papier. Et le problème, c'est que tout ça, on l'a pas vraiment vu. On a vu plutôt un Young qui agissait de façon un peu individualiste, dans son comportement, dans son attitude, qui semblait même refuser de se remettre en question ou de changer son jeu pour que l'équipe roule mieux. Résultat, depuis sa saison rookie, à 2 comme à 3 points, jamais il a affiché des pourcentages aussi faibles. On a un Macmillan avec qui s'est pris la tête en cours de saison, qui en a fait les frais, mais là on a changé de coach, et même malgré l'arrivée de Quinn Snyder, je vois pas vraiment de changement flagrant chez le meneur de jeu, même si globalement, dans l'impact collectif, il y a peut-être une toute petite amélioration, ça je veux bien lui concéder, mais qui est pas assez visible pour être amplement satisfait de sa saison. Donc voyons maintenant ce qu'il pourra faire lors d'éventuels playoffs. Est-ce qu'il va réussir à se rattraper ? Ce serait tout à son honneur, et je pense que beaucoup de fans d'Atlanta attendent ça, mais pour le moment, son absence de remise en question, et puis voilà, tout ce qui ne fait pas au niveau des sacrifices, au niveau du leadership, avec tout ça, oui, je comprends qu'on puisse être déçu de Trae Young cette saison, il n'y a pas de souci avec ça. Mais maintenant, il va falloir que vous fassiez un choix, comme d'habitude, entre Bradley Beal, Ben Simmons et Trae Young. Quelle est votre plus grosse déception? Qui va remporter le trophée Homer Dallor de la plus grosse déception 2022-2023? Et donc, pour le trophée Homer Dallor de la plus grosse déception de la saison 2022-2023, votre grand vainqueur est Ben Simmons, qui remporte les débats avec 52% de vos votes. Derrière, il y a Bradley Beal avec 25% et Trae Young à 23%. Et pour être honnête, j'aurais hésité aussi, mais je pense que j'aurais voté Ben Simmons. En fait, je pense que Bradley Beal, l'année dernière, moi si je me rappelle bien, à la fin de la saison 2021-2022, il avait déjà été élu plus grosse déception. Donc du coup, moi j'en entendais pas non plus énorme de sa part, et j'ai direct pensé que c'était une énorme connerie de la part des Wizards de le re-signer aussi cher. Pour moi, il fallait qu'il se relance ailleurs, Bradley Beal. Donc c'était compliqué. Et j'avoue que moi je suis pas trop déçu parce que je me doutais. Alors c'est très prétentieux de dire je savais qu'il allait se chier, mais je me doutais que il reviendrait peut-être pas au niveau d'avant, et que maintenant qu'il avait ses dollars, il aurait encore plus de raisons de jouer, de mal jouer. Maintenant, on va procéder par élimination, et Trae Young, c'est pareil. Oui, je suis déçu de sa saison, ses pourcentages, ils font mal, surtout quand t'es censé être un shooter. N'empêche que lui, il a au moins assuré le minimum en qualifiant Atlanta pour le play-in. Ce que n'ont pas fait Bradley Beal et encore moins Ben Simmons. Ben Simmons, si, son équipe de Brooklyn va aller en play-off, mais c'est clairement pas grâce à lui et à l'impact minime qu'il a eu. Et donc, ouais, moi, Ben Simmons, j'avoue que c'est peut-être parce que oui, c'est un ancien joueur de Philadelphie. Je me rappelle à quel point il a pu être impactant dans la ligue à une époque quand il était au top mentalement, et là moi je m'étais dit ça y est, à Brooklyn il va se retrouver dans de bonnes dispositions, ça va être la saison de la rédemption. Et là on peut dire qu'il a souffert des départs de Kevin Durant et de Kyrie Irving, mais même quand ils étaient là, il a toujours pas retrouvé son agressivité vers le cercle. Donc moi je veux bien, il a tout plein d'excuses, et je les valide totalement ces excuses, je veux pas minimiser l'aspect mental dans le basket, n'empêche que oui, moi j'aurais aimé que, enfin voilà, c'est encore très personnel, mais je m'attendais à ce qu'il rebondisse très fort cette saison, qu'il redevienne le joueur qu'il est capable d'être, et il en a pas été capable parce qu'il va toujours pas mieux mentalement, et je trouve que c'est bien dommage. Donc oui, moi aussi, je vous rejoins, plus grosse déception de la saison, Ben Simmons. Est-ce que le Discord est d'accord? Et non, pour le Discord c'est Bradley Beal, donc petit désaccord là encore, et je comprends aussi que le Discord soit déçu par Bradley Beal quand on voit le contrat qu'il a signé lors de cet été. C'est forcément il a pas eu le niveau d'un mec qui touche autant de dollars. Donc numéro 1, en 2 Ben Simmons, en 3 Trae Young, ça c'était su. On voit du Rudy Gobert qui arrive derrière, oui forcément, il n'a pas eu l'impact qu'on attendait de lui à Minnesota. Anthony Davis, je trouve ça ultra sévère, même si ok, il a été blessé, et je pense que certains ont été déçus par ça. Moi je trouve ultra sévère, parce que quand il est sur le terrain, il envoie quand même du bois de châtaignier, je trouve. Evan Fournier, bien sûr que c'est décevant, ça fait 2 Français quand même dans le top 10 des plus décevants, mais c'est sûr que c'est décevant, Evan Fournier, vu qu'il joue même plus. Zach LaVine aussi m'a déçu, d'ailleurs il était nommé je crois dans le dernier épisode
des awards. Donc oui, Scottie Barnes, un Rookie of the Year qui a pas forcément confirmé. Si, enfin, il a plus ou moins confirmé sa saison, mais il a pas progressé comme on l'attendait. Donc je comprends aussi. D'Angelo Russell, je trouve qu'il y a du mieux quand même depuis qu'il est à Los Angeles. Donc ouais, mais après qu'il arrive dans le top 10, je trouve ça un peu sévère. Kyrie Irving, évidemment, son arrivée à Dallas a pas du tout permis à Dallas de changer d'optique, et même on a l'impression que Dallas a régressé. En tout cas, ils ont eu moins de victoires, donc je comprends qu'il soit dans les déceptions. Et ce qu'on voit de toute façon, c'est que c'est un trophée très large, parce qu'il y a même eu 20 joueurs cités après ce top 10. Mais Bradley Beal, plus grosse déception du Discord, je le conçois, même si la mienne, comme celle de Twitch, apparemment ça restera Ben Simmons. Donc place maintenant au trophée roi de cette série des Awards, le trophée Yvan du rêve du MVP, du meilleur joueur de la saison. Et là pour moi, on a un trio clair qui se dégage, et le premier qui compose ce trio, dans l'ordre alphabétique, c'est Giannis Antetokounmpo des Bucks. Lui, le seul truc qu'il dessert, j'ai l'impression, en plus du fait de pas forcément être une valeur sûre dans le shoot à 3 points ou le lancer franc, c'est que ces dingueries, on s'y est tellement habitué qu'on a tendance à les minimiser maintenant et à trouver ça normal venant de lui. Comme si maintenant, quoi qu'il fasse Antetokounmpo, il n'y a plus rien qui nous surprendra. Et pourtant, voir l'impact qu'il a des deux côtés du terrain, sans même forcer, avec un temps de jeu limité en plus, 32 minutes par match dans une équipe des Bucks qui domine la ligue, c'est quand même complètement fou. Offensivement, défensivement et même dans le leadership, c'est lui l'âme des Bucks, c'est lui qui porte son équipe soir après soir, et c'est lui aussi qui a été essentiel dans la série de 16 victoires consécutives qui a eu lieu au début de l'année civile 2023. En fait, moi j'ai l'impression que quels que soient les joueurs que vous lui mettrez à côté, que Chris Middleton soit en forme ou qu'il soit blessé, quels que soient les absents, le mec il pèsera tellement que peu importe finalement, tant qu'il sera là, sous sa houlette, les Bucks resteront compétitifs, et je trouve que c'est hyper fort. J'arrive à comprendre en vrai pourquoi des fois dans la discussion pour le MVP il est oublié, tant finalement Giannis cette saison il fait du Giannis, ni plus ni moins, mais est-ce pour ça qu'il faut lui manquer de respect? Non, moi je crois pas, je pense pas, parce que faire une telle campagne individuelle dans l'équipe qui domine la ligue en termes de bilan, c'est juste complètement insane et ça mérite beaucoup de crédit. Giannis Antetokounmpo, pour moi il est top 3 MVP no-brainer. Le deuxième, c'est Joel Embiid, un candidat qui lui aussi me semble assez obvious pour ce trophée, comme les trois de toute façon. Le mec sur un terrain, on le connaît, c'est une vraie force de la nature, c'est un monstre qui pour la deuxième saison consécutive a obtenu le trophée de meilleur scoreur en NBA, et ce que je trouve balèze, impressionnant, très fort avec lui, c'est que malgré un niveau exceptionnel, déjà depuis 2-3 ans en NBA, chaque saison, il a semblé progresser, et cette saison-là, moi je pense qu'elle n'a pas échappé à la règle. Aujourd'hui avec Embiid, on a un joueur qui semble posséder de moins en moins de points faibles. C'est un mec qui peut dominer physiquement n'importe qui dans la ligue, dans la raquette, mais c'est aussi un mec qui peut dribbler et créer son shoot comme un ailier, un mec qui peut sanctionner à 3 points, qui peut être hyper clutch, il l'a montré plusieurs fois cette saison, qui gère aussi de mieux en mieux les prises à deux. On sait que c'était sa faiblesse, son péché mignon, c'est perdre de balles dans ces moments-là. Non, aujourd'hui il arrive à lâcher la gonfle quand il faut pour les shooters. On a des gars comme Harris, Maxey, Tucker qui se régalent, et en plus de ça, il défend super fort. Entre ses 59 points et 7 contre en début de saison là face au Jazz, ou encore ses 52 points face aux Celtics plus récemment, on a un pivot des Sixers qui selon moi a déjà connu plusieurs MVP moments déjà, et réellement c'est difficile de lui en demander plus. Lui que je trouve en plus de ça de plus en plus leader chez les Sixers, que ce soit dans l'exemple, dans l'intensité qu'il montre sur le terrain, mais aussi vocalement, où il devient de moins en moins troll et de plus en plus solide pour son effectif. Le seul truc qui peut l'handicaper dans cette course au MVP, Embiid, c'est la concurrence, parce qu'en face de lui il a quand même deux énormes clients. Aussi on peut lui reprocher, alors même si on sait pas quels sont les tenants et les aboutissants, si ça se trouve il avait vraiment mal au mollet, ou si ça se trouve on a voulu éviter qu'il affronte Jokic, mais c'est vrai que cette absence face aux Nuggets dans le deuxième match elle est frustrante, et peut-être que ce jour-là il a perdu des points pour le titre de MVP. Mais voilà, en termes de matchs joués, déjà en plus de ça, Joel il est au-dessus des 66 cette saison, donc au-dessus du minimum de 65 qui sera requis l'année prochaine pour remporter un trophée, donc il est au-dessus de Giannis par exemple. Il a fait une saison qui est quand même plutôt complète en termes de matchs joués, même s'il en a manqué quelques-uns, et quand on voit aussi la montée en puissance dont il a fait preuve en deuxième partie de saison, quand on voit aussi à quel point les Sixers ont montré une équipe assez incroyable dans son duo avec James Harden, mais dans l'impact que Joel Embiid faisait en enchaînant les matchs à plus de 30 points, impossible de pas lui donner un maximum de respect. Non vraiment, il n'y a pas à bégayer trop longtemps, tout comme ses deux autres concurrents, Joel Embiid, complètement, il réalise une saison de MVP, mais le problème c'est qu'ils sont trois.
Et le troisième, ben c'est votre lauréat du dernier épisode, encore un joueur international, et ça me fait plaisir au fond de moi, Nikola Jokic. Et là, que dire, à part que lui aussi réalise des choses exceptionnelles, des choses qui n'ont jamais été vues dans toute l'histoire de la Ligue de la part d'un pivot, lui à qui il manque que quelques dixièmes de passes décisives pour tourner en triple-double, c'est complètement fou. En termes de chiffres, sa saison elle est légendaire, et si on regarde les stats avancées, elle l'est encore plus. Personne ne pèse autant dans la Ligue dans la colonne on-off de son équipe, c'est-à-dire la différence d'efficacité quand il est sur le terrain ou en dehors, et c'est ça aussi être valuable, non? Enfin, moi je pense en tout cas. Et que dire du true shooting aussi, de son efficacité au tir? C'est une dinguerie. Le mec, il est à 63% de moyenne au tir et quasiment à 40% à 3 points. Donc c'est dingue. Moi je veux bien, hein, les analytics ça fait pas tout, mais quand même, elle mérite d'être regardée. Même si ça fera pas tout pour un trophée de MVP, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Le Joker, de toute façon, on le sait, c'est un génie du jeu, une sorte d'ovni jamais vu qui peut jouer un rôle de meneur alors qu'il a un corps de pivot. Et bien sûr, il est moins athlétique que ses deux autres concurrents d'aujourd'hui, et ça lui permet pas d'avoir le même impact défensif. Il s'en sort dans le domaine, mais c'est pas non plus un expert. Il est pas, enfin, en tout cas beaucoup moins que le sont Antetokounmpo ou Embiid par exemple. Par contre, et ça c'est tout à son honneur, et ça peut compenser au moins en partie, dans sa capacité à rendre les autres meilleurs, ben, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Le Joker les surpasse grâce à son nombre de passes décisives et la façon dont tout le jeu des Nuggets passe par lui, et la façon dont il pèse aussi à Denver. Moi je trouve que c'est incroyable. Donc c'est vrai que contrairement aux deux autres, par contre, lui c'est moins un scoreur, il tourne à moins de 25 points par match. Par contre, le nombre de points qu'il crée, que ce soit par son scoring ou ses passes décisives, est quand même vachement important. De toute façon, il fait partie de ce style de joueurs qui n'ont pas besoin de battre des records au scoring pour briller et pour être utile à son équipe, qui est première de la conférence Ouest, même si, au final, c'est vrai que si on fait un bilan global, les Nuggets sont un bilan moins élevé que celui des Sixers qui sont 3e à l'Est. Donc perso, moi je trouve que, après avoir remporté 2 trophées de MVP coup sur coup déjà, il est juste en train de réaliser sa meilleure saison en carrière, c'est fou, mais comme Joel Embiid le fait, alors Giannis c'est peut-être pas sa meilleure, mais pas loin quand même aussi, donc tout ça c'est dingue, hein. On a un trio qui est complètement fou cette saison, et tout ça, bien évidemment que ça mérite d'être mis en avant dans la course au MVP, et parmi ces 3 monstres, hein, je vous souhaite bon courage, tellement ça va être un casse-tête de choisir un lauréat parmi eux. Moi j'y pensais, hein, quand je réfléchissais à cet épisode des Awards, je me disais c'était comme faire un débat pour savoir qui, entre le tigre, le crocodile et le requin par exemple, prenons, serait le meilleur, et ça, on n'en sait rien, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, et je crois que ça va vraiment dépendre des qualités de chacun. Donc maintenant, bon courage, à vous de jouer, à vous de me dire qui, entre Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Nikola Jokic, mérite le trophée Yvan du rêve du meilleur joueur de la saison NBA 2022-2023. Et donc on va finir en beauté pour le trophée Yvan du rêve du meilleur joueur, du MVP de la saison 2022-2023. Votre grand gagnant est Joel Embiid avec 52% des votes, devant Giannis Antetokounmpo qui a 25% des votes, et Nikola Jokic qui a 23%. Bon, on s'est vu, hein, ça s'est battu dans le chat, il y a eu de la hate pour certains joueurs, et ça, moi, s'il vous plaît, arrêtez. Déjà, moi, je veux mettre les points sur les i. Clairement, les 3 méritent le trophée de MVP. Et moi, un argument que je veux pas entendre, c'est critiquer les autres pour essayer de mettre en valeur son candidat. Et ça, j'en ai marre de voir ça sur les réseaux, sur Twitter. Non, on n'a pas le droit de critiquer ces 3 joueurs qui font une saison énorme. On n'a pas le droit de critiquer Giannis, on n'a pas le droit de critiquer Jokic, on n'a pas le droit de critiquer Embiid. Ou alors sur des détails. Mais non, enfin... reconnaissez s'il vous plaît que les 3, même s'il y en a un des 3 que vous aimez pas, reconnaissez s'il vous plaît que les 3 font une saison de mammouth, et que les 3, dans d'autres contextes, avec une autre concurrence, auraient mérité le trophée de MVP haut la main. Malheureusement, on va pas faire un triple co-MVP, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, et je ne pense pas que ça arrive cette saison. On verra, peut-être que les votes peuvent finir à égalité, mais ça m'étonnerait fort quand même. Donc vous avez choisi Joel Embiid, et moi aussi, j'aurais choisi Joel Embiid, même si c'était un vrai casse-tête, et que pour moi, de toute façon, que vous votiez Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ou Joel Embiid, pour moi, vous avez raison, parce que tout dépend de comment vous hiérarchisez vos critères, et tout dépend de ce à quoi vous voulez mettre de la valeur. Après, on le sait, les critères d'une année à l'autre, ça peut changer, parce que ça nous arrange, parce que notre candidat, il va plus répondre à une année, mais l'année d'après, on va changer, parce que notre candidat, il va moins y répondre. Peu importe, c'est aussi ça la beauté du trophée de MVP, avec en plus de ça une narrative qui rentre en jeu, et qui rajoute énormément de choses. Non, voilà, quoi qu'il en soit, retenez une chose, et ça, arrêtez de critiquer les 2 que vous ne voulez pas soutenir, et rendez-vous compte vraiment des saisons de ouf que les 3 font. Moi, si j'aurais voté Embiid, c'est pour 2 raisons
qui me semblent assez simples, qui sont critiquables, hein, parce qu'on peut trouver aussi d'autres arguments pour les autres, les analytics pour Jokic, le fait que Giannis ait le meilleur bilan de la ligue, bah voilà, si vous voulez mettre ça en valeur, c'est facile, et vous auriez raison aussi. Non, moi ce que je retiens du côté de Embiid, c'est que parmi les trois, j'ai l'impression que ça a été le plus régulier cette saison, mais surtout finalement peut-être celui qui possède le moins de points faibles. Quand Jokic n'est pas un défenseur excellent, Embiid laissait le faire. Quand Giannis Antetokounmpo a une faiblesse au lancer franc ou à 3 points, Embiid ça aussi il sait le faire. Et en vrai là de plus en plus je me demande quel est le plus gros point faible de Joel Embiid, parce que de plus en plus en tout cas plus il évolue et plus les cases il les coche et il excelle. Même les passes décisives il est à plus de 4, ce qui est fort pour un pivot, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les prises à 2 il les gère de mieux en mieux et tous les shooters savent profiter de sa gravité. Donc pour moi, ben ouais, c'est peut-être celui qui a le moins de points faibles, et peut-être aussi celui qui m'a le plus marqué par des performances, qui a peut-être eu le plus de MVP moments. Vraiment, moi, le match qu'il avait fait face à Utah, là, avec ses 7 contre et ses 59 points, m'a plus marqué que n'importe quel match de Giannis Antetokounmpo ou de Nikola Jokic. Il a rajouté, même si j'étais dégoûté qu'il manque le match contre Jokic, et ça, j'espère qu'il était vraiment blessé, parce qu'il y a de quoi lui en vouloir, et ça aurait été un duel qu'on aurait tous attendu, et là, j'avais vraiment le seum de pas pouvoir assister à ce duel. N'empêche que pour moi il s'est quand même rattrapé face à une équipe comme Boston, hein, qui on sait, c'est un petit peu le chat noir de Philadelphie, la bête noire plutôt de Philadelphie. Et bien finalement il arrive à scorer 52 points pour la win, et plus la win, et pour moi ça aussi c'est un MVP moments, peut-être plus fort que ceux que... Alors bien sûr, il y a Jokic qui a fait des gros triple-double cette saison, avec plus de 20 rebonds. On a aussi Giannis qui a dépassé les 50 points. Mais je crois, en tout cas, les moments, les perfs les plus mémorables cette saison, celles qui m'ont le plus marqué, ça va du côté de Joel Embiid. Je suis sûrement très subjectif, mais comme tout le monde, de toute façon, pour ce vote. Et comme je disais, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais pour moi, c'est Joel Embiid. On va voir ce que dit le Discord. Et ouah, ça a été serré de ouf. Bon, comme on le voit, il y a un trio de dingue qui se dégage. Bon, on va faire un petit mot pour Jason Tatum, Domantas Sabonis et Stephen Curry. Je suis très surpris de voir Stephen Curry ici. Allez, autant Jason Tatum, je comprends qu'il ait quelques voix. Pour moi, Domantas Sabonis et Stephen Curry n'ont rien à faire dans la même discussion sur cette saison que Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Joel Embiid. Et on le voit, ça a été super serré entre les trois, hein. Même entre le 2 et le 3, il n'y a que 16 points d'écart, c'est juste quelques votes. Et voir qu'il n'y a que 4 points d'écart entre Embiid et Jokic, finalement ça a été moins serré sur Twitch. Mais finalement, on est tous d'accord. Alors je sais pas quels sont vos arguments pour mettre Embiid MVP, mais voir que Twitch... je pensais qu'il y aurait plus de débats que ça, hein, mais voir que Twitch, Discord et mon avis convergent dans le même sens, c'est finalement plutôt bon signe. Donc on verra si ça se confirme dans la réalité, mais selon les tendances, Embiid pourrait finir MVP. Voilà pour ce qui est des Awards NBA 2023, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes convaincu par les choix de la commu Discord, celle de Twitch ou encore les miens? Dites-moi tout ça en commentaire et donnez-moi vos 8 lauréats, j'ai hâte de savoir. Je vous le rappelle aussi, si vous voulez vous faire kiffer pendant les playoffs NBA avec des paris sportifs, le mieux c'est d'aller sur The Bet, ils sont toujours aussi sérieux. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le référencement et le watch time sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Vous êtes le sang, une famille en or, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette grande équipe, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. À très vite.